Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. C'est l'émission des idées et surtout des opinions en mouvement. 10-12 le Zénith, bienvenue aussi au Cameroun. Le Cameroun qui croule sous le poids d'une bureaucratie obèse et surtout tourmentée. Un Cameroun où on peut aisément s'interroger sur le sort des fameuses voitures Made in Cameroun et l'usine qui devait les rassembler à Kribi et Douala. Mais avant, bonjour Chalamel et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi et bonjour à tous les téléspectateurs, en particulier à André Mamafouda, ministre de la Santé, à Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Abena Ondoa, au ministre du Commerce, Luc Magloire Tanganambarga, et à Madame la ministre des Affaires sociales, Ngene Irène. Oui madame, oui messieurs, les Camerounais ont consommé 600 millions d'hectolitres de bière en 2016. Félicitations à vous, vous protégez et la santé des Camerounais et la famille et les jeunes Camerounais. C'est bien. C'est donc l'étonnant, le sémillant Chalamel qu'on retrouvera tout à l'heure dans la colère de Chalamel. On va dire un colérique compulsif. On a également la belle fauve, elle c'est Megui Dambou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Eric Fopoussi, très heureuse d'être venu ce matin. Merci. Très beau surtout, voilà. Donc bonjour à vous chers téléspectateurs, c'est un plaisir immense de vous retrouver encore pour cette nouvelle édition de 10-12 le Zénith et la revue des réseaux sociaux. Écoutez, c'est une promesse, il y aura beaucoup de belles choses à débattre. Tout à fait, de belles choses à débattre au cœur également de cette articulation bien précise et bien concise dans ce programme, c'est la revue des réseaux sociaux. On a également le Bombok Bengal, c'est l'onction sagesse de ce programme. Bonjour Bombok. Bonjour Eric, moi je salue le Cameroun People Party et son leader Kawala qui de manière spontanée ont rejoint le SDF et de l'honorable Nietzsche pour la marche prévue pour samedi prochain le 21, la marche pour, pense-t-on, décrisper l'atmosphère pour aller au vrai débat sur le problème anglophone qui devient le problème national Cameroun. Merci Sipipi, merci Madame Kawala. Donc il est important de faire monter le mercure pour être solidaire face à nos compatriotes des deux régions anglophones du Cameroun. Et puis la belle tendance, une cadence. Bonjour tendance, l'histoire du jour pour commencer. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin, je vous salue. Je vais dire à Macha de se calmer, maman laisse tiens bon. Les téléspectateurs vont réagir pour toi. Megui, ça a cuit dans mon quartier. Alors, dis-moi. À peine enterré son mari, elle me dit, je ne suis pas en sécurité. Moi-même, je suis allée là-bas voir. Si elle te dit que j'ai dormi, mais qui c'est que je mens. Macha a perdu son mari, on est parti l'enterrer. Ça fait 3 semaines, oui, 3 semaines. Si j'ai une bonne mémoire. Qu'ils sont rentrés du village, mais sauf qu'elle ne s'est pas rasée. Elle a dit qu'elle ne peut rien toucher sur ses cheveux. Si oui, elle peut seulement raser le derrière, si. Elle a dit à sa belle famille que je peux raser seulement le derrière. Mais elle dit que raser tous les cheveux, vous avez tiré à terre. Je ne peux pas me raser. La belle famille a dit, madame, quand il y a deuil dans ma famille, on se rase. Donc tu n'as pas venu nous montrer que tu es la femme la plus exceptionnelle qui ne peut pas se raser. On te donne tel nombre de semaines pour que tu sois rasée. Elle ne s'est pas toujours rasée. On lui a donné le délai jusqu'à mardi qui était hier. Comme elle n'avait pas tout rasé ses cheveux, la belle famille a débarqué chez elle, Megui, mettre les choses dehors, même ce qu'on pouvait casser. La belle famille a cassé. Ce qu'il ne fallait pas casser, la belle famille n'a pas cassé, mais la belle famille a dit, libère la maison. Si tu ne veux pas te raser, tu libères. Et les problèmes, donc, ça fait les problèmes jusqu'à si je n'étais pas là. C'est qu'un coup allait tomber. Elle dit, qui me rasé? Je n'ai pas fait les beaux enfants à ton frère. Ou il est même couché là, il sait que j'ai souffert pendant qu'il était malade. Donc le fait de se raser, je ne suis pas dedans. Je ne me rase pas. La belle famille a dit, tu ne te rases pas, tu libères la maison. Donc à l'heure-ci, Mache est coincée dans un angle. Elle n'a pas toujours libéré la maison, mais elle est coincée dans un angle, elle pleure. Depuis, donc le matin, au matin, elle m'a appelé, elle me dit, maman, ça ne va pas. Parle de moi, Equinox. Les téléspectateurs vont m'aider. Est-ce que je suis obligée de faire les rites de veuvage? Le rasement de cheveux, là, je ne suis pas prête à raser mes cheveux. Ce qu'il peut faire maintenant, c'est de prier pour que l'âme de mon mari repose en paix. Donc, chers téléspectateurs, s'il vous plaît,
Je vous parle comme ça avec la main sur le cœur parce que chaque Camerounais qui meurt, c'est ma famille. Venant en aide à Macha, qui pleure son mari et la belle famille dit, tu ne te rases pas, tu libères. À vous la parole. Voilà, on va dire qu'on est dans une situation particulière, surtout lorsqu'on parle de la culture africaine. On parle également de ces us et coutumes qui ont toujours gouverné, régulé le vivre ensemble en Afrique. Alors Charles Hamel, est-ce qu'on s'achemine avec ce refus de rite de veuvage à l'inéluctable effondrement des valeurs culturelles africaines? Alors, il faut dire, Eric, que nous sommes là face encore à ce que je qualifierais d'occidentalisme très poussé. Pourquoi très poussé? Tout simplement parce que ceux qui grandissent aujourd'hui font comme si avant eux, il n'y avait rien eu. Tout commence, tout évolue et finit avec eux. La preuve, la femme qu'on invitait au dialogue aujourd'hui pense. La femme aujourd'hui prend des décisions qu'elle impose. La preuve, on sait là où ça nous a toujours mené pour faire peur. Voilà une femme qui perd son mari. Quelle est la matérialisation complète de son deuil, de son affliction, de sa douleur? C'est perdre la partie la plus importante. On y a pensé, nos aïeux, on y a pensé, nos ancêtres. Aucune partie n'est aussi importante et n'a aussi de valeur que la chevelure de la femme. Même dans la Bible, c'est reconnu parce que dans l'église, on demande aux femmes de se couvrir les cheveux lorsqu'elles entrent. La preuve, remontant encore dans le temps, on s'est retrouvé qu'à une certaine époque, les anges quittaient le ciel pour venir entretenir des relations sexuelles avec les femmes sur la terre. Pour dire que la chevelure de la femme, on dit juste à la femme pour témoigner cela, pendant un certain temps, perd cette beauté. Voilà pourquoi elle est censée se raser la chevelure en signe de deuil et d'affliction. On savait en Afrique reconnaître une femme qui était en deuil. Lorsqu'elle passait, on dit, ah, elle s'est rasée, elle a perdu son mari. C'est la veuve, elle est prise de pitié, de compassion, on la protège. C'était même un signe de protection. Mais aujourd'hui, Facebook, WhatsApp, Imo, il faut toujours tout garder. Et donc on est dans cette logique, comme vous le dit Charles Hamel, hein, de cette Afrique qui est en train de perdre ses valeurs. Alors, Bombok, est-ce qu'on peut accorder du crédit à l'évolution du temps dans ce contexte? Pas du tout. Je suis catégorique là-dessus. Vous ne pouvez pas demander à un initié africain que je suis de dire que c'est bien lorsqu'on est en train d'aller vers la perdition. Nous allons là vers la perdition. C'est-à-dire qu'un peuple ne se reconnaît qu'à travers ses cultures, à travers son histoire, sa culture. Le juif est juif dans son judaïsme. Le chinois est chinois dans son bouddhisme. Et l'Afrique alors, on est africain dans le christianisme et dans l'islam? Non du tout. Ici, c'est l'église chrétienne qui nous a foutu, permettez l'expression, dans la merde. Aujourd'hui, on vous parle des rites de veuvage chrétiens. À peine a-t-on mis votre époux sous terre qu'on vous dit, oui, on a dit ça, on a dit ça. Or, les versets qu'ils lisent même dans la Bible ne sont pas assimilés au rite de veuvage. Ce n'est pas ça le rite de veuvage. Parce que faire le deuil pour un homme qui a perdu son épouse ou une épouse qui a perdu son mari, il y a un rituel. Ça veut dire qu'en fait, le mariage est fini entre les deux. Mais comme ce n'est pas, donc l'homme avec qui vous viviez est parti, comment vous allez manifester? Vous revenez donc avec la famille qui vous a épousé pour matérialiser, pour vous accompagner, et c'est surtout pour vous demander, est-ce que vous acceptez rester à côté de la tombe de votre époux? Comment seront les enfants? Est-ce que votre mari, vous en aviez parlé de son vivant? Comment c'était-il? Mais non, on laisse ça tomber et on laisse. Et les prêtres, les pasteurs sont venus s'incruster dans nos traditions alors qu'eux-mêmes ne savent pas s'ils sont dans la tradition juive ou dans la tradition romaine. On est donc là, nos sociétés sont dans un hybridisme qu'ils ne connaissent même pas, donc sans repère. Et cette femme, je lui conseille de terminer ses rites de veuvage selon la tradition de son mari. Sinon... Mais bon, est-ce que cette situation ne peut être considérée comme
un acharnement qui est fait sur les femmes? Est-ce que les femmes ne peuvent pas vivre cela comme une forme d'oppression? Non, c'est vrai que en fait, il y a certaines femmes qui sont maltraitées lorsqu'elles passent les rites de veuvage. Mais pourquoi sont-elles maltraitées? Précisément parce qu'elles oublient que pendant qu'on l'épousait, c'est la famille qui l'a épousé. C'est la famille qui l'a épousé. Il se dit, j'ai mon mari, ma famille, la famille, c'est qui? C'est là où ça commence. Donc, du vivant de votre mari, lorsque vous vivez ensemble, il arrive dans des situations où on va vous dire, on verra un jour. Un jour, tu seras, et à ce moment-là, il y a des règlements de compte que nous, les initiés, on ne souhaite pas. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, parce que comme disait Charles Hamel, elle est quand même attristée. Elle est attristée, il faut l'encadrer. Donc, il faut éviter les écarts. Et ces écarts-là, parce qu'il y en a eu 2 ou 3, on a fait vite de faire comme si toutes les femmes étaient soumises à des maltraitances pendant des rites de veuvage. Non, que non. Voilà. Donc on va comprendre effectivement hein, que cette situation évidemment pose un sérieux problème pour la femme. Vous, Megui Dombou, qui est une femme que je vais appeler, caractériser une femme moderne, on va dire, une femme du XXIe siècle, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme refuse de se soumettre, de s'assujettir au rite de veuvage? Merci Eric. D'abord, d'entrée de jeu, je vais bien être clair ici. Je ne suis pas contre la tradition. Mais je suis contre ce que les hommes font aujourd'hui de nos traditions. C'est-à-dire que certains s'en servent désormais pour nuire aux autres. Voilà, donc. Maintenant, je poursuis. Alors, je trouve que cette femme fait un faux problème, parce que se raser la tête, je pense que c'est la moindre des choses. Et même par rapport à ce qui est généralement exigé aux veuves, c'est vraiment le moindre mal, se raser la tête. On ne devrait même pas vraiment lui forcer la main pour qu'elle le fasse. Maintenant, qu'elle le fasse pour la mémoire de son mari, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas pour les gens. Je vais dire également que ceci aussi n'atteste en rien que c'est un gage de l'amour qu'elle avait pour son mari. C'est juste pour moi des procédures de pure forme, des actes de pure forme, parce que ce n'est pas parce que tu te rases la tête que c'est une preuve que tu aimais ton mari. Il y en a qui tuent des gens et qui se rendent à leur deuil et qui pleurent plus que tout le monde. Donc pour moi, c'est juste des actes de pure forme. Maintenant, je voudrais quand même chuter pour dire que vous avez dit tout à l'heure que est-ce que aujourd'hui les rites de veuvage, c'est pas aujourd'hui une manière en fait, est-ce qu'on ne s'en sert pas, voilà, on s'en sert pas pour brimer les femmes. Mais à 80%, je suis désolée, c'est effectivement une manière qu'ont certaines personnes aujourd'hui ils règlent leur compte à travers les rites de veuvage. Parce que si vous observez bien, les rites de veuvage chez les hommes sont extrêmement simplifiés par rapport au rite de veuvage chez la femme. Je suis désolée, un homme qui perd sa femme a tout aussi le devoir de montrer à quel point il est attristé par la disparition de celle-ci. Mais si vous observez bien, je dis, ils sont extrêmement simplifiés. La preuve, c'est toujours les veuves qui se plaignent. Et donc vous appelez à une égalité dans le traitement des rites de veuvage? Pas forcément une égalité. Oui. J'en appelle à une simplification, c'est-à-dire que ça reste symbolique. Parce que ce n'est pas les gens qui vont contraindre une femme à montrer à quel point elle est triste elle est attristée par le départ de son mari. C'est quand même un homme avec qui elle a vécu toute sa vie. On comprend très bien, Megui, que vous souhaitez qu'on fasse une réforme de nos rites de veuvage. Et que ce soit encadré. Oui. Parce qu'on nous dit, parce que la femme n'aurait pas bien vécu avec sa belle famille. Et si la belle famille pose des actes qui ne sont pas catholiques, est-ce qu'une femme doit se faire marcher dessus parce qu'elle a peur des représailles quand son mari viendra à mourir? Mais je suis désolée. Il faudrait que ce soit encadré, que les gens ne pensent pas qu'ils ont la destinée des gens. Dès qu'une femme est veuve, on se retrouve en train de la mettre dehors pour chuter. Il y a même des cultures où on exige à la femme de boire l'eau avec laquelle on a lavé le cadavre de son mari. Dans un pays proche d'ici, je le dis, et c'est vrai. Parce que Charles Hamel d'avoir tué son mari, va réagir à cela. Charles Hamel, est-ce qu'on peut aujourd'hui sereinement envisager une réforme, d'améliorer ces rites de veuvage? Il faut dire, Eric Fopoussi, que l'Afrique ne fait que ça. Depuis qu'on a mis, on aménage.
Le drame aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à des donneuses de leçons. Vous n'avez pas à venir apprendre ce qui se fait, à venir donner des leçons sur un ensemble de choses qui ont eu l'habitude de se faire. Comme quoi? Non. Comme quoi? Non, je dis non, ça Comme ne se quoi? fait pas. Et de manière catégorique. Pendant qu'elle est en mariage, elle enterre les femmes des autres, de ses beaux-frères. Pendant qu'elle est en mariage avec son mari vivant, elle enterre les femmes des maris et les frères des autres. Est-ce qu'elle ne peut pas modifier là-bas? Comment est-ce qu'on ne commence pas à poser les problèmes là? Elle voit comment ça se passe, elle subit les risques et parfois c'est sur le chemin retour quand elle rentre avec son mari qu'elle dit, qu'elle lui pose la question, non, si toi tu mets aussi demain, c'est ce qu'on va me faire. Voilà là où commence le débat. Elle n'est pas étrangère. Lorsqu'on rentre dans une famille, on apprend les principes et règles de cette famille. Lorsqu'on se met en dehors de cela, c'est là où ça fait problème. C'est ça ce qu'il faudrait que Megui comprenne. D'accord. Je ne comprends rien du tout. D'accord. Tendance, qui a vécu cette situation au plus près hein, du feu de l'action. Les gens me font rire. Le deuil n'est plus comme avant. Hein. Il y a les femmes qui ne peuvent pas se raser. Que quand si elles se rasent, vous allez seulement voir la magie. Moi, par exemple, si mes rêves, vous allez voir. D'abord, même, si vous voyez ma tête, je ressemble seulement au ruru. Mais bon, mais de quoi vous me parlez là? Ma belle famille, à quoi il voit dans mon foyer? Rien. Partez gérer vos foyers. Vous voulez dire que vous aimez mon mari plus que moi, non? Je ressens ce que, la douleur que je ressens. Vous ne ressentez pas ça. Ce sont vos plans. Vous me mettre dehors et venir prendre les biens de mon mari, je sais. Mais, à l'époque même, le deuil de nos jours-ci, ce n'est plus comme avant. À nous, jusqu'à quelqu'un même, Megui, à la morgue, c'est où on boit. C'est où tu vois une femme qui part, elle retape son chignon, elle ponce ses lèvres, elle s'habille bien, elle s'habille belle pour aller accompagner son mari à sa dernière demeure. Ce n'est plus comme le deuil de l'Antiquité. Même le deuil de nos jours, on ne pleure plus de n'importe comment. On dit seulement que wow, il a souffert, que son âme repose en paix. On ne pleure plus le deuil comme on faisait avant, on s'enroulait au sol, on disait que oh, telle personne est morte, non, on ne fait plus ça. On pleure le deuil avec le comportement. Parce qu'en pleurant même, si vous pleurez même trop, la personne ne va pas revenir. Je ne vois pas pourquoi je vais refuser de me raser, vous allez faire les problèmes. Si je tue trop, je peux raser un peu le derrière. Si c'est vraiment les cheveux qui vous intéressent, je viens ici derrière, même de deux côtés. Je fais raser les deux petits côtés-ci. Je reste tranquille. Mais si déjà vous venez loin chez moi, mais dès que c'est obligé que je me rase, ça veut dire qu'il y a problème. Vous n'êtes pas mon mari. Vous ne savez pas ce que mon mari et moi nous avons causé de son vivant. Souvent, c'est des gens qui n'ont même pas rendu visite à ton oui, mari quand il vous ne savez pas ce que mon mari et moi ont causé de son vivant. Vous ne savez même pas où il vivait. Alors, tendance. J'aimerais relancer le Bombok pour qu'il nous dise effectivement s'il peut comprendre aujourd'hui ces restrictions, ces limites qu'on observe hein, dans ces rites de veuvage, effectivement, ces abus qu'on a pu noter ci et là. Est-ce que vous comprenez ça, Bombok? Oui, disons que Charles Hamel a dit, nous comprenons ce qu'on appelle changement dans la société, dans nos vies. Mais le problème, c'est qu'on a collé un adjectif qui ne sied pas. Ils disent, et surtout les femmes parlent de l'évolution. Ce n'est pas de l'évolution, c'est le changement par rapport aux règles sociales aujourd'hui. Ce n'est pas l'évolution, c'est plutôt la régression là. D'accord. La régression. Pourquoi je le dis? Tendance vient de dire tout à l'heure comment on fait le deuil aujourd'hui. Oui. Et voilà. Les femmes les faux ongles, les faux cils, elles partent à la morgue étant belles, bien voilà. Ça veut donc dire que la femme en premier doit savoir que le rite de veuvage, c'est pour l'aider. C'est pour l'aider. Quand on vous dit faites le veuvage, faites ceci, parce que hier, lorsque ce monsieur venait l'épouser, ce n'est pas ce monsieur qui parlait. C'est la famille qui parlait, c'est le représentant de la famille qui parlait. La fille elle-même qui va en mariage ne parle pas. Elle ne vient que pour donner la bouteille à son père et pour attester, dire quand son papa va lui demander je bois, je prends, elle dit oui, 3 fois. Lorsqu'elle atteste, elle dit, elle prend et elle ne parle pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes allé quelque part dans une famille. Et maintenant la séparation, c'est comme ça qu'elle l'apprécie même mal. Dans notre environnement camerounais, je parle même en Afrique noire francophone, il va falloir faire le certificat de non-remariage. Parce que généralement, elle travaille, elle vous raconte seulement comment l'aider. C'est pas certificat de non-remariage. Ça se fait comment? Pour bénéficier des pensions de votre mari, si. C'est précisément parce que les Occidentaux qui nous ont embobinés dans ces trucs-là n'ont pas su comment intégrer véritablement nos cultures
dans les relations qu'ils venaient de nous imposer. Non, c'est pour ça qu'on leur conseille faire des rites de veuvage. Ce n'est pas pour la belle famille, c'est pour la femme elle-même. Pour la femme elle-même. Voilà, et merci beaucoup. Si je voudrais rebondir sur les dernières paroles de Bombok qui disait que justement, on demandait aux femmes de faire un certificat de non-remariage pour pouvoir bénéficier des biens de son mari. Alors, je vais vous dire, généralement, les rites de veuvage chez nous, je dis encore que je suis pour la tradition, mais telle qu'elle a été conçue, j'espère, et je le dis, que je crois que la tradition, à la base, n'est pas quelque chose pour opprimer l'autre. Voilà. C'est pas quelque chose qui est instauré pour opprimer les autres. C'est donc un problème. Donc, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, le problème, c'est que effectivement, les uns s'en servent pour opprimer les autres. Il y a la sorcellerie qui s'en mêle et on parle de tradition. Les femmes sont extrêmement maltraitées quand elles perdent leurs époux. Je le dis et je l'assume, c'est pour des fins. En fait, c'est surtout pour les... C'est surtout... Oui, certaines femmes, il y a toujours des exceptions. Certaines femmes, c'est toujours pour des fins... je ne sais pas quoi arriver à des fins... à pouvoir les spolier, justement, de ces biens-là. Surtout si le mari était financièrement très à l'aise. C'est pour les spolier. C'est pas pour rien que c'est toujours les femmes qui se disent maltraitées et jamais les hommes. Parce qu'en Afrique, généralement, on estime que... Et c'est les femmes qui font les rites de veuvage aux femmes. Et justement, c'est le malheur parce que les femmes, généralement, sont souvent si méchantes que ce qu'elles ne peuvent pas accepter pour elles-mêmes ou pour leurs filles, c'est ce qu'elles infligent aux autres. Voilà. C'est ce qu'elles infligent aux autres. Et c'est elles qui parlent, je n'ai pas fini, Eric, s'il te plaît. Et c'est elles qui parlent... Une minute. C'est elles qui parlent de droits de la femme, de respect de la femme, mais c'est elles qui sont les premières à bafouer justement ce qu'elles réclament. Donc, généralement, c'est pour pouvoir spolier les femmes et les orphelins de ce que leur mari et père auraient laissé. Vous allez voir cette belle famille. Si vous aimez votre frère, vous foutez sa femme et ses enfants à la rue et vous dites que vous aimez votre frère. C'est obligé. Elle ne s'est pas rasée. Dans un pays voisin, on vous dit, dès que votre mari meurt, c'est vous qui avez tué votre mari. Si vous voulez prouver que ce n'est pas vous qui avez tué votre mari, l'eau avec laquelle on a lavé son cadavre, il faut la boire, sachant pertinemment que vous ne pourrez pas la boire. On est pris par le temps. Alors, Chalamel, on comprend via les différentes réactions que l'argent occupe une place centrale dans les différents soucis qu'on a avec nos rites, coutumes et us sur le continent africain, parce que l'argent est venu changer la donne. La course au profit. Eric Fopoussi, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui. Allez-y. Expliquez-nous. Non, je dis dans toutes les civilisations, que ce soit contemporaine qu'on vit aujourd'hui, que traditionnelle, vous allez vous rendre compte que le mal, le plus grand mal même vient des contemporains, de ceux qui disent être des modernistes. Parce que chez nous, à notre époque, chez les traditionnalistes, lorsque vous loupez, c'était la mort. Oui. Il n'y avait pas de... C'était irréversible. Oui. Lorsque vous vous retrouvez à sortir des campagnes, c'est la mort. Aujourd'hui que la modernité est entrée, on les a laissés. Et voilà aussi que c'est l'une d'autres des formes de la modernité qu'ils ont créée. Je prends un exemple simple. Lorsqu'une femme venait à perdre son mari, elle devait se oindre de sang blanche, comme signe de malheur et de deuil. Et l'homme? Ça, c'était l'époque. C'est la même chose. C'était la même chose pour l'homme et la femme. On a concilié, on les a donné les tenues blanches aujourd'hui. Les robes blanches, les robes bleues, qu'elles peuvent porter en signe de deuil. N'est-ce pas un signe d'avancement? Premier point. On enterrait l'homme dans le bananier. On créait pour un tronc de bananier, sinon on mettait le corps de l'homme, on refermait, on le mettait dans un tombeau. Aujourd'hui, on a concilié avec le cercueil. N'est-ce pas une avancée? À une certaine époque, chez nous, les Bantous, le corps ne devait pas faire plus de 3 jours. Lorsqu'il est décédé, il ne devait pas... Non, le corps, ça devient un homme trépassé, il ne peut pas faire 3 jours. Aujourd'hui, c'est 1 mois à la mort. On n'a pas laissé, on a laissé. Toute une industrie est née. On a laissé du tombeau, on a créé des caveaux. C'est une évolution. Donc, des évolutions, il y a au niveau des rites, des rituels. Alors, il faut éviter... Merci, Chalamel. Merci infiniment parce qu'on a bien compris que des évolutions sont donc faites pour donc concilier la modernité et la tradition en Afrique. On va prendre quelques messages, Meggy, de nos téléspectateurs ce matin. Il y a souvent même pour que les cheveux poussent, même c'est les problèmes. Tu te rases pour que ça pousse, ça passe des mois.
Tendance. Megui pour les messages. Problème, les cheveux. Tendance. moi, Megui c'est pour ça. les messages. Voilà donc ma langue Jordan qui nous dit la culture africaine demande de se raser la tête. Donc cette femme doit le faire. La femme là n'est pas juste, ses cheveux vont pousser. Se raser va juste montrer qu'elle valorisait son défunt mari. Sandra de Bamenda. Alors on a donc cet autre message qui nous dit une femme ne peut pas aimer son mari plus que celle qu'il a mis au monde, donc sa mère. Et son Alors, père aussi. Quel est le pourquoi pas. rapport? Voilà. Ah bon, Quel est le rapport? c'est le message du téléspectateur, on le prend comme ça. Quand la femme perd son époux, on lui parle de certificat de non-remariage. Est-ce qu'on tient le même langage quand il s'agit d'un veuf? Mais non, on ne tient même pas compte de si effectivement les biens, c'est la femme qui les avait rapportés ou pas. Voilà, On sait d'office que... Justement, c'est une incongruité que l'Occident est venu nous apporter ici. Laissez les Nous blancs ne- tranquilles. Mais qui a apporté la CNPS? Non, mais laissez les blancs. Est-ce que Ok. c'est une mauvaise chose? Voilà, C'est maintenant, vous qui en laissez faites- les blancs. c'est On vous qui dit en faites donc que mauvais chez usage. nous, lorsque une femme perdait son mari, elle avait la possibilité, dès lors qu'elle fait les rites de veuvage, c'est là où les femmes qui le font passer ces rites, disent, quand elle accepte de rester à côté de la tombe de son mari, c'était une fête. Et on lui donnait tout. Elle avait la possibilité Là, c'était de un tout bambam. prendre. Maintenant, Pour on ça, vous mon dit, temps moderne, les choses ont ah, changé. c'est pour ça Voilà. qu'on vous dit donc que D'autres ce sont les messages, blancs qui Megui? nous ont soumis à ça. Alors, on a Estelle de Kotor qui nous dit voilà mon papa qui est décédé, ça fait 1 mois. Pardon, excusez-moi, alors je retrouve ce On va message. retrouver rapidement ce message. Voilà. Vous imaginez qu'après l'enterrement, tout le monde a disparu du village. C'est mon petit frère qui était contraint de raser ma mère. Même le bleu qu'elle porte, c'est elle-même qui a acheté son bleu. Dans ces conditions, vous pensez que le veuvage se passera comment? Qui lui fera le veuvage alors que même à la neuvaine, il n'y avait personne. Nous étions abandonnés à nous-mêmes. Oui, mais il faudrait donc remonter comment vous viviez avec l'entourage. On Ah vous bon? dit que le mariage, ce n'est pas 2 personnes. Ah C'est bon? la famille qui a épousé votre maman. Comment vous viviez donc du vivant de Et votre vous papa? pensez que les hommes sont corrects avec les familles de leurs femmes? Mais Est-ce quand que on c'est dit une raison? homme, je parle bien du mari. Comment Oui. le mari vivait avec son entourage? Parce que si le Non, mari pense que... Vous avez dit d'entrée de jeu ici, au début du débat, que ça dépend de comment la femme vivait avec sa belle famille et que c'est pour ça qu'elle était souvent Oui, maltraitée. parce que le postulat était que c'est la communauté qui l'a épousé. Voilà. Mais La ici, belle si famille, On l'homme... l'a on l'a bien comme compris. On l'a aujourd'hui, bien Quand mon compris. mari est malade, c'est moi qui le lave. Tout ce qui me Megui, fait, y a-t-il d'autres messages, vous ne voyez pas. Oui, Eric, il y a d'autres Un messages. dernier, parce voilà. que le temps nous tient à la gorge. On je court l'avance. après le temps. Vous ne Elle voyez doit pas. se raser car on aime avec la tradition, c'est Landry de Njombe. Voilà, merci pour ces différents messages. Toujours au cœur de ce programme 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. On va tout de suite aller retrouver le sémillant, le brillant Chalamet pour sa colère. Je m'interroge ce jour sur la question du PIACI, programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, tant vanté dans ce pays. Quel était le terme du contrat de financement? Ont-ils été respectés par tous? Quelle était la personnalité attributaire des fonds? Pourquoi la liste des bénéficiaires n'a jamais été rendue publique? Parce que créée en 2003 et mise en service en 2005, dites-nous vraiment ce à quoi aura servi cette affaire de PIACI. Quels ont été les enjeux recherchés dans cette affaire-là? Puisque ou parce que mis en place avec les ressources issues de l'initiative des pays pauvres très endettés. Oui, on était sous PPTE. Savez-vous que ces ressources avaient été évaluées à environ 9 milliards 695 millions 900 000 francs CFA? À quoi aura servi cet argent à la fin si les résultats d'après les observateurs ne sont du tout pas probants? Savez-vous que dans l'implémentation de ce programme, le gouvernement camerounais, par le canal du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zachary Perevet, président du comité de pilotage du PIACI, a pu débloquer un montant de 4 milliards 460 millions 902 000 francs CFA entre 2005 et 2008. Comment comprendre le flou méphistophélien
qui s'est créé dans cette affaire de Piassi-là? Savez-vous que les crédits étaient pratiquement donnés aux faciès, raison pour laquelle il y a eu de sérieuses difficultés dans le recouvrement des crédits octroyés? Comment comprendre l'absence de communication qui a plombé l'implémentation de ce programme, entre guillemets, visibilité opaque? Comment comprendre le fait qu'il n'y ait pas véritablement parlé, pas eu une traçabilité dans la gestion? Comment comprendre que les délégués départementaux n'ont véritablement pas réussi à contribuer à la réussite du projet, notamment en recevant les projets des jeunes du secteur informel et veiller à leur acheminement au niveau des délégations régionales? Comment comprendre qu'il y ait eu un véritable non-respect de la représentativité des projets jeunes des 280 arrondissements que compte le Cameroun? Comment comprendre cette dichotomie de chiffres existant entre ceux du ministre de la Formation professionnelle et ceux de Meloné Léoé, coordonnateur du dit projet? Le premier, Zachary Pérévé, a parlé de la création de près de 5012 emplois directs et 15 530 emplois indirects, avec 25 765 dossiers de demande d'appui. D'un financement de 5012 micro-projets à hauteur de 40 millions de francs CFA en 2005, 710 millions de francs CFA qui auront servi au financement de 940 en 2006 et 160 millions en 2007, soit 1,312 milliard en 2008. Voilà les chiffres. L'autre, Claude Meloné Loé, dans son point de presse du 11 août 2009, nous parlait de 6 365 micro-projets qui ont permis aux acteurs camerounais du secteur informel de créer plus de 24 542 emplois pour 31 265 demandes de financement en 2005. Finalement, qui disait la vérité? Meloné Loé ou Zachary Pérévé? Finalement, qui avait les bons chiffres? Zachary Pérévé ou Meloné Loé? Comment comprendre le fait que le coordonnateur déclare des chiffres tout le temps, mais ne rend pas public les listes et les localisations, d'où l'impossibilité de vérification? Comment comprendre que pour l'exécution du Piassi, 3600 jeunes ont été sensibilisés entre 2005 et 2006 à travers 16 séminaires visant l'organisation des activités du secteur, où il y a eu beaucoup de dépenses, et toujours dans le même cadre du Piassi, on a eu 456 maîtres artisans qui ont été formés dans divers corps de métier au cours de 20 séminaires régionaux. Vraiment. Toujours pour le Piassi. 10 522 ont été formés dans les techniques managériales pour la réussite de leur projet à hauteur de combien? On ne nous a toujours pas dit. Posez la question car ils sont vivants. Savez-vous que le même Piassi, dans sa phase d'implémentation, a aussi réhabilité des centres de formation professionnelle rapide et aidé au montage des micro-projets? À hauteur de combien? Point d'interrogation, point de suspension, à la ligne. Peut-on donc conclure que le projet d'appui aux acteurs du secteur informel est muté en fonds d'appui aux acteurs du secteur informel? Point d'interrogation. Comment comprendre que le taux de chômage des jeunes atteint à ce jour les 55% au Cameroun? Où sont passés les parrains avalistes exigés lors du financement des projets du Piassi? Remboursement après 11 mois. Est-ce possible sur 15 mois à hauteur de 6%? Le Piassi était censé collaborer, mais à la fin, il est devenu collaborateur. Alors, Charles Hamel, ce que vous décrivez à un mot, c'est la décrépitude de notre pays au niveau de ses dirigeants. On va donc demander Mombok Mbengan de nous situer le contexte de création de ce programme, le Piassi, qui justement, visiblement, nous montre des signes de faiblesse et d'essoufflement. Oui, en réalité, il faut partir de 1986 pour le jour où on entre, ou alors l'année où on est entré dans le Fonds monétaire international, avec, on est entré sous plan d'ajustement structurel. Et il y a eu une déflagration sociale. Près de 80% des Camerounais se sont lancés dans le formel. Et comment amener ce secteur informel dans le formel, c'est-à-dire les amener à payer les impôts
comme nous l'exigeaient les institutions de Bretton Woods. Parce que quand vous avez entendu parler ici que même les coiffeurs du quartier, les poseurs des ongles devaient payer les impôts, les Camerounais étaient, j'allais dire, écœurés de comprendre cela. Déjà, il n'y a pas du travail. Les gars se débrouillent avec leurs pouces, les porte-tout, avec la coiffure au quartier. On vous dit, vous devez désormais payer les impôts. Donc, cette situation a duré 20 ans, 86 à 2006. Comment les amener donc maintenant dans le secteur formel? Ou, si vous voulez, comment un vendeur de friperie pouvait se retrouver à avoir une boutique? Comment un artisan, vous les voyez à côté de Mbopi ou même à Yaoundé, à côté bord de la route, ils font dans la vannerie, dans la menuiserie. Comment les amener à avoir des structures où ils peuvent payer des impôts? Voilà, il fallait donc procéder à un encadrement dont dénonçait Charles Lambert. C'est comme ça qu'il faut comprendre le problème. Mais, sauf qu'effectivement, le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas voulu, vous avez parlé tout à l'heure des dirigeants du pays, ils n'ont pas encadré nos compatriotes du secteur informel pour les amener. Moi j'ajoute une autre interrogation, on donnait de l'argent aux amis, ou alors aux amis politiques, ou aux jeunes qui étaient dans le secteur informel et qu'on pouvait utiliser comme bétail électoral pour des visées politiques ou politiciennes, je n'en sais rien, mais tout porte à croire que c'est ça le cas. Parce qu'en fait, on aurait pu créer des PME, parce qu'il y a une bourse de sous-traitance, on aurait pu créer des PME pour voir ce qu'on appelle les chaudronniers, un certain nombre de choses, et y compris ceux, les fripiers, pour les amener à, comment je veux dire ça, à créer des entreprises, mais également avec une banque des entreprises. Il n'existe pas de banque de PME. La banque de PME, je pense, c'est l'année dernière qu'on venait de créer ça sur du papier, alors que le Piazzi, dont parle Charles Lambert, était déjà voué à l'échec, avait déjà, j'allais dire, mis la clé sous le paillasson, donc n'existait plus et on dénonçait déjà ces détournements, et parce que précisément on n'avait pas réussi à faire un bilan comptable réel. D'accord. On va dire bonjour à tous ceux qui nous regardent à Yaoundé, au quartier Bankolo. Montée 8e, c'est le siège du Piassi. Alors on va, avant de donner la parole à Megui Dombo, on va revenir chez vous, Charles Lambert, pour vous questionner sur un point essentiel. Lorsqu'on lit les missions du Piassi, c'est évidemment le financement de ces acteurs du secteur informel, mais également la migration du secteur informel vers le secteur informel. Est-ce que secteur informel, le secteur formel, tout à fait. Est-ce que ces deux missions-là, qui sont un peu vagues, on va dire, n'étaient pas la mort tout à fait proclamée dès le départ de ce programme Piassi? Vous savez, ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Les mots sont faits pour être employés. Et comme disait l'un de mes professeurs, chaque mot sorti est une balle qui, mal orientée, peut poser des dégâts. Pour dire que lorsqu'on demande à un enfant qui cherche le financement de venir avec un avaliste ou un parrain, ça veut dire qu'il vient cautionner. Je viens cautionner que oui, on peut donner le crédit. Mais si j'ai déjà un parrain, je viens vous demander le crédit. Pourquoi? Parce que ce parrain lui-même peut déjà m'accompagner. Tout à fait. Lui déjà peut m'accompagner. Lorsqu'on se retrouve, on vous dit il faudrait pour l'implémentation de ce projet, sur 11 mois, vous devez commencer à rembourser. On vous donne 150 000 pour lancer un salon de coiffure. Vous achetez le bois à combien? Vous achetez le clou à combien? Les clous à combien? Vous achetez quel type de matériel? 150 000, c'est déjà petit. Vous récupérez ces 150 000 pour essayer de vous battre. Il vous faut un mois pour convenablement vous installer. Il reste 10. Il vous faut sensiblement 3 mois pour vous fidéliser à une clientèle. Ça fait déjà 4. Enlevez sur 11 mois, il vous reste combien? Le temps de commencer à récupérer les petits sont faits la part des choses. La santé, les différentes maladies, le transport. On vous demande de commencer à rembourser à hauteur de 6%. Mais franchement, on va où? Absolument. Et là, c'est le salon de coiffure pour hommes. Et si c'est la fille alors qui veut le salon de coiffure, les casques coûtent beaucoup plus cher. Alors, Megui, on se rend compte que ce Piassi, quand même, au départ, venait répondre à un vrai problème, avec un gap sur le pays, c'est la croissance sans cesse montante du chômage, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes vendeurs à la sauvette qui écument nos rues à Douala, Yaoundé, partout dans le Cameroun. Est-ce que vous pensez que ce Piassi-là a véritablement respecté son cahier de charge?
Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas parce que l'une de ces principales, je vais dire quoi? L'une de ses principales missions, justement, c'était d'accompagner les jeunes qui sont surtout dans l'informel et de se battre justement pour faire rentrer ces jeunes-là dans le secteur formel. Et je ne pense pas qu'ils ont réussi à le faire. Maintenant, en dehors de ce que Mbouambok et Charles Hamel ont dit de déjà très très consistant, je pense qu'il y a beaucoup de défaillances dans cette mission d'accompagnement des jeunes. Notamment, est-ce qu'ils se rassurent qu'effectivement, ces jeunes qui veulent accompagner sont dotés de toutes les garanties possibles pour mener leur projet à bien. C'est pour ça que moi, j'ai un problème avec ces programmes-là. C'est-à-dire que je reviendrai toujours là-dessus, s'assurer qu'il y a une adéquation entre la formation et l'emploi. Il ne suffit pas de dire qu'on va vous accompagner, mais qu'est-ce qui a été fait à la base, justement? Venir avec un projet, c'est bien beau, mais maintenant, en dehors de ça, est-ce qu'ils se rassurent de ce que justement ces jeunes-là ont l'expertise suffisante pour mener à bien leur projet, c'est-à-dire assurer la viabilité de ces projets-là sur le long terme? Est-ce que c'est fait? Parce que donner 150 000 ou 200 000 à quelqu'un sans s'assurer effectivement que cette personne pourra rentabiliser, moi je me dis que c'est de l'argent qu'on jette pratiquement par les fenêtres. Oui. Donc vraiment, une mauvaise gestion justement, observée dans ce cadre-là. Ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas très bien ficelé. C'est-à-dire, à côté de cela, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, la mauvaise gérance, tous ces vices-là qu'on sait, la corruption et tout. Et c'est pour ça que justement ces projets-là tombent généralement. Voilà. Et on peut imaginer qu'il y a de nombreux jeunes qui ne savent même pas qu'il existe un tel programme au Cameroun, tendance. Président, la question que tu m'as posée, elle est un peu dure. Pose ce qui est à mon niveau, pardon. Alors, tendance, on va parler de ces jeunes qui actuellement sont dans la rue et qui se promènent avec un plateau, je sais pas, sur la tête et qui se cherchent, pour parler un peu trivialement. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement les accompagne suffisamment, surtout avec ce PIACI dont on parle depuis On devait les accompagner avec quoi? Ils vendent les archives de nous. Si vous vendez les archives par jour, vous cotisez 500 francs dans la caisse. À la fin du mois, ça va faire beaucoup d'argent. Vous-même calculez. Et ce n'est pas aussi mauvais de sortir, se battre, même en poussant, même en montant à la gare. Vous partez, vous portez les sacs à la gare. Si tu portes un sac d'orange et qu'on te donne peut-être 300 francs, tu commandes le matin. En journée, tu vas quand même pointer un peu. Et le soir, tu peux boire un jus. Parce que si il dit la bière, vous allez dire que quelqu'un aime trop dire qu'on boit la bière. Non. Même si il dit personne que vous aimez boire au Cameroun, vous buvez. Absolument. De deux, j'ai une proposition à faire. D'accord, tendance. C'est que ce que je parle dans mon pays, on écrit toujours, c'est tout dans le registre. Moi, je vais proposer à mon gouvernement il faut qu'on parle un peu de la terre. Qu'est-ce que la terre? Point d'interrogation. D'ailleurs, que l'autre jour, on n'a pas dit que la terre ne trompe pas. Je voulais vous faire une proposition que si on pouvait recruter des jeunes, les amener dans les villages, qu'ils cultivent la terre. On les apprend comment est-ce qu'on cultive le maïs, comment est-ce qu'on sème le maïs. C'est dans une société, Charles, mais pas seulement du maïs. On vous montre comment on cultive la terre, comment on peut s'aimer le maïs. Après, vous récoltez le maïs. On vend même. Ça nous permet même de vendre au Cameroun et même de servir aux gens d'ailleurs. Même les tomates, les légumes. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les semences de légumes? C'est tout important. Quand on sème le légume, ça fait combien de temps pour grandir? On peut consommer le légume après combien de temps? C'est tout l'école. En même temps, en vous formant même. En vous formant, on vous recrute. À la fin du mois, on vous donne un peu. Moi, je crois que ça peut nous aider dans notre pays. Voilà Njombe Penja. Avec la banane de Njombe Penja, on ne voit plus rien. Parce que les gars ne sont même pas nombreux. Le peu même qui sort du champ, on donne qu'aux étrangers. Donc, papa, si on pouvait réfléchir ensemble, les jeunes qui sont à Douala, qui ne foutent rien, qui sont seulement les fumeurs de mbanga dans les ghettos, on va vous rappeler one à one. Vous amener dans les coins des villages, vous apprendre à cultiver la terre. Comment est-ce qu'on peut débroussailler, enlever les herbes dans un champ? Parce que c'est tout le monde qui vient s'installer à Douala. Voilà, quand on voyage, on voit la brousse partout, même voilà Yaoundé. Les champs qui sont abandonnés là peuvent même nous servir même pour cultiver même. Planter même les ignames là-bas. Les plantains, à la fin on récolte quand c'est beaucoup, on vend. Et c'est à travers les ventes là qu'on va vous payer. Tout à fait, c'est une proposition. C'est toute la société. Retenue. Que de rester aller fumer les bangs à jus. D'abord, les gars qui jouent au cas dans les quartiers, je vais dénoncer où je vous vois. J'appelle la police, on vous rafle. Stratégie militaire. Alors, Charles Hamel,
On a tout de suite fait un constat clair, hein, c'est que ce programme, ce PSI est un programme qui est frappé d'une vacuité, on va le dire. Est-ce qu'il faut simplement, purement, l'annuler, le dissoudre, ce PSI? Mais il faut dire que l'ensemble, Pager, PSI, c'était des projets qui allaient sur 5 ans et qui devaient aboutir à d'autres projets. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le fonds d'appui au secteur, le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, FIACI, parce que le PSI devait devenir un FIACI, et le Pager devait aboutir au FONIGE, Fonds d'insertion jeune, où on devait lancer l'école boxeur et tout dans le recouvrement. Comment se fait-il qu'on a aidé des jeunes qui ont présenté des parents et qu'à la fin on nous dise que les jeunes qui ont bénéficié, on est venu plutôt avec les actes de décès pour dire qu'ils sont morts. D'autres ont fait les accidents. Par conséquent, on arrête le recouvrement. Les parents sont où? Qui avait parrainé? Commençons par fouiller là à ce niveau. Comment se fait-il que le coordonnateur Melon Eloé ne rend pas public la liste et les localisations? Je viens avec mon projet. Première chose, vous arrivez à votre projet, vous allez trouver un spécialiste comme Megui qui m'a dit que non, vous avez mal ficelé votre projet, remettez le projet, on repense votre projet en lieu et place de vous. Avec le financement qui leur correspond. Voilà le jeune qui ressort de ce bureau. Il entre avec ses idées, ils sont avec les idées des membres du PSI. Il va sur le terrain se battre à faire une implémentation. La localisation, ils n'ont pas. Conséquence au recouvrement à hauteur de 20-30% sur 9 milliards 650 millions 902 000 francs. C'est beaucoup. Le deuxième point, comment comprendre que c'est dans l'argent, dans les 9 milliards, dans environ les 10 milliards qu'on a donné, qu'on a enlevé l'argent pour former les maîtres artisans. C'est dans cet argent de 9 milliards qu'on enlève encore pour acheter les voitures du projet. C'est dans ces 9 milliards qu'on enlève l'argent pour louer les bureaux. Et Charles, même il y a un téléspectateur qui nous dit que ce qu'on n'a pas relevé depuis hier, c'est qu'on leur demande 30% du montant qui leur est alloué. Voilà. Voilà. Une forme de corruption qui ne dit pas son nom. Voilà. On l'a bien compris. Alors, bon, on est dans un registre un peu, on s'étonne presque même de l'ampleur du mal, parce que ça gangrène au plus profond de l'État du Cameroun, cette corruption qui est donc greffée à ces différents programmes. Oui, on s'étonne précisément parce qu'on pense qu'on pouvait accorder un minimum de bonne volonté au régime du renouveau. Il y a une crise anglophone. Quand nous disons par exemple que le renouveau ne peut pas résoudre cette crise, il ne veut pas résoudre, on va vous dire, mais vous aussi, vous êtes trop alarmiste et tout. On savait que la navigation à vue à laquelle nous a amené le renouveau depuis 1982 allait aboutir à ce genre de choses-là. Parce qu'avant le PSI, et pour penser au fond, donc par le Charles Lambert, c'est-à-dire à une espèce de banque qui allait coordonner, être spécialisée pour coordonner ces activités-là, ils ont oublié qu'il y avait une banque avant qui encadrait les PME, le FOGAP, voilà, le Fonds de garantie des petites et moyennes entreprises, et que là, le chef de l'État n'a jamais fait de bilan. À qui est-ce qu'on a accordé le crédit de FOGAP? Qui a bénéficié du crédit de FOGAP? On est où? On ne sait pas. Le FOGAP a été liquidé. Qui est même le liquidateur? On ne sait pas. On vous dit que non, il y a un cabinet qui a été, comment je vais dire ça, qui a été sélectionné pour faire la revue des liquidations. Et ce cabinet ne vous dit rien. Donc en fait, on savait que ce projet était voué à l'échec. Parce qu'il n'y a pas de lisibilité. Il n'y a pas de traçabilité dans ce transfert de fonds-là. On sait que, bon, on a confié ça à un groupe d'amis, quelqu'un est venu, il est entré, il est sorti par tel bureau, il sort par de l'autre, et on lui adjoint. Certains gens, ils viennent bavarder, ils convainquent les gens, ils ne convainquent même pas. Mais ils créent un réseau, en réalité, pour mieux distribuer et à la longue se partager certains prébendes, c'est tout. Donc on savait que je vais même appuyer ce que vous dites, Mamba. Le PSI était censé collaborer étroitement avec les communes. Voilà. Avec les communes. J'ai rapproché 5 maires avec qui j'ai échangé. Les maires m'ont fait comprendre que vraiment l'affaire la laisse. Il y avait des antennes. Les antennes. Il y a l'antenne PSI. Il y a une antenne PSI. Bafoussam, antenne PSI. Rapprochez-vous dans des communes. Posez la question parce que l'objectif des communes, c'était de vérifier la localisation du domicile du promoteur et de s'assurer de l'exécution effective du projet. On a écarté les communes,
On a confié aux responsables régionaux. Voilà là où ça nous a amené. Nous sommes dans une ville de Douala, que le responsable de l'antenne, que ce soit Pager U, Piassi de Douala, nous mettent à disposition la liste des bénéficiaires, ceux qui ont fait la liste des bénéficiaires, qu'on remette même à nos fins limiers de la police judiciaire. On va traquer ces gens si ce ne sont des gens qui appartiennent à la même famille, les gens qui sortent de la même chapelle politique. Parce que là, il faut dénoncer ça. Aujourd'hui, voilà le chef de l'État qui lance un recrutement à 24 concours de recrutement direct. Pourquoi? On a eu 25 000. On a eu 350 000 qu'il fallait absolument recruter. Mais tous ces fonds qui ont été alloués, donc, c'est parti où? Pourquoi est-ce que ces différentes personnes ne rentrent-ils pas gorge? Oui. Il faudrait qu'on les interpelle, qu'ils nous disent là où cet argent est allé. De l'impunité. De l'impunité, et on comprend tout de suite que ce programme est intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, donc on continue à faire jaser et à poindre de belles polémiques sur les différentes plateformes de discussion au Cameroun. On espère évidemment que les choses vont se mettre en place dans les toutes prochaines semaines. Megui Dambou, on va prendre quelques réactions ensuite à ce sujet lié au PSI. Oui, tout à fait, Eric. Donc, on a Toto Anguissa, c'est dans la ville de Yaoundé, qui nous dit croyez-vous que les initiateurs de ces projets sont pour le bien de ces jeunes? Ce sont des sadiques qui ne cherchent que leur profit. Mais qu'ils sachent que toute œuvre est connue de Dieu et qui va récompenser chacun d'entre nous. Donc, alors, on a également ce message bonjour, un projet. Comment fait-on pour bénéficier d'un financement à notre projet? Non, il fallait trouver d'abord imaginer quelque chose que vous voulez faire, trouver un parrain et vous rendre au... le parrain. Non, et allez proposer votre projet. Allez proposer votre projet. Pour prévalidation. Lorsque c'est prévalidé, on vous convoque pour un séminaire. C'est-à-dire on vous reforme sur votre projet que vous avez pensé, avec de nouvelles réorientations et réorganisations pour un refinancement ou un sous-financement. Qui souvent cache des ils ont dit qu'il faut rendre le projet bancable. Peut-être parce que moi, qui est comme ça au quartier, j'ai fait le ratachobda, j'ai dit je vais dératiser. Mais l'État donc peut amener ce projet à un niveau, je veux dire, peut réécrire le projet, mais sans oublier le fait qu'il faut enlever les rats. Il faut amener les rats à disparaître. Voilà. Mais est-ce que les rats ont disparu de nos villes? Je pense que même dans nos grandes villes, même dans les grands bureaux, on voit les rats partout. Donc comment demain, lorsqu'on va détecter un cas de peste, de la peste, comment on va faire? Donc le PIASI devait donc, à la limite, amener jusqu'à dératiser, amener ce jeune qui peut-être parce qu'il a une licence en biochimie, il a mis en place ce projet et l'accompagner. Les voitures dans lesquelles roulent ces coordonnateurs des projets, ce n'est pas des voitures de 2 millions, ni des voitures de 3 millions. C'est des 4x4 excessivement. Et c'est encore des programmes budgétivores. Des programmes budgétivores. Voilà, justement. Mission d'inspection du programmateur national de tel qu'audit, il descend à Douala, c'est des frais. Il va à Bafoussam, il fait le tour. Pourtant, il s'est arrêté à Bafoussam. Mais on dit qu'il a à Yagua. Il a ceci. Tous ces frais sont allés où? Et tout ça, c'est l'argent des Camerounais. Megui, d'autres messages? Voilà, donc on a Blaise Njinan qui nous dit vivre à Elok Batidi. Et il affirme que le coordonnateur du PIASI est de cette localité-là et il ne finance aucun entrepreneur. C'est pendant les campagnes électorales qu'il surgit et procède à la distribution des dons aux adeptes du Parti des Flammes et il ne recrute que ses frères. Que ses frères. Voilà, c'est bien dommage. Et surtout, c'est ce que Bombor le dit tout à l'heure, c'est vraiment le bétail électoral. C'est vraiment des missions qui sont mises en place pour ameuter, pour amadouer les populations. Et Dieu ne dort, au Cameroun, on ne peut être quelqu'un sans personne. Voilà pourquoi la majorité des jeunes est dans la rue, même après avoir fini l'école. Quand même on entreprend un projet, l'impôt ne nous laisse pas. Pour les impôts, là, non, Megui, c'est le terminator. Ah oui? Donc, les gars qu'on envoie sur le terrain sont les gars échelon par échelon. Une chef d'entreprise comme toi. Oui, je sais de quoi je parle, Megui. En principe, même, il faut savoir manager les gens. Ah, voilà. Quand on a un petit truc, et comme on a la possibilité, parce qu'on parle de la lutte contre le chômage au Cameroun, si on a la possibilité d'enlever peut-être un enfant de leur maison, pour que l'enfant vienne vendre, ça veut dire que c'est une jeune Camerounaise qu'on a enlevée du chômage. Je m'en bombok. Non. Et vous, les gens de la communauté, là,
des impôts. Quand vous arrivez sur les lieux, pardon, il faut apprendre à écouter les gens. Quand on vous dit, ouais, papa, on n'a pas encore vendu. Sachez qu'on n'a pas vendu. Même si on doit payer un peu. Ce n'est pas qu'on va seulement payer cash là, que si on ne paye pas, vous venez seulement dire qu'on scelle. Vous pouvez sceller, même on reste à la maison, on ne fait plus rien. Après, les titres deviennent les prostituées. D'ailleurs, que je ne souhaite pas. Et bien sûr, c'est la pression fiscale hein, qui est désormais. Les petits commerces il y a les commerces, il y a les petits commerces que vous ne devrez même, il ne faut même pas déranger les gens qui font dans le petit commerce. Voilà. C'est les gens qui sont les experts là, que vous pouvez dire non, payez vos impôts comme il se doit. Mais un petit truc, les gens vont sonner matin, midi, soir. Matin, midi, soir, c'est comment? Pourquoi on vous donne 1000 francs? D'abord, quelqu'un des impôts m'attend, j'appelle que son patron. D'accord. Megui, on en a compris. Ça, d'autres messages, Megui? Alors Franck, depuis Yaoundé, malgré que les jeunes se battent dans la rue, ces gens viennent porter leurs marchandises et leur demandent de négocier pour retirer la marchandise au commissariat dans un commissariat de la place de Yaoundé. Ils prennent au minimum 5 000 francs. Cette personne elle est loin. Descendant à Douala, la communauté urbaine avait imposé à tous les colboxeurs des kiosques qu'on vendait à 250 000. Il y avait des kiosques à tous les carrefours. Baladez-vous, vous allez pas voir ces kiosques. Non, il n'y a plus. D'autres messages. Cassés. Pourquoi? C'est pour un jeune qui vient déposer 250 000 francs. Absolument. Finalement, on est en train d'aller où dans ce pays? Oui. C'est qu'on nous pousse à la révolte, donc. Megui. Simon, à Menganga, il y a certes un problème de corruption, mais ce qu'il faut principalement déplorer, c'est le manque de suivi, de contrôle et aussi l'impunité, ce qui constitue une preuve palpable d'un manque de responsabilité de la part de notre gouvernement. Il n'y a qu'à voir les autres projets qui piétinent également. Voilà, donc c'est compliqué. On est évidemment dans cette logique de harcèlement moral au quotidien de ces dirigeants qui n'en finissent plus de nous décevoir au fil des années. Donc, il y a d'autres messages, peut-être pour avant de clore. Voilà, je suis à la retraite après 29 ans de service et à la traîne la cotisation, le crédit foncier redevance CRTV que je ne reçois même et dont je ne reçois même pas l'image. Donc, le PIACI n'est pas le seul dans ce cas. Ça, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Chalamé, pour une dernière petite précision sur ce sujet. Non, il faut que tous ces gens à qui on a confié la gestion des projets ou des programmes dans ce pays puissent rendre compte. On veut savoir où est-ce que cet argent est allé, qui a bénéficié, même si c'est mon cousin, qu'on le traduise, qu'on sait tous ceux qui ont bénéficié de cet argent. Cet argent est allé où? Aujourd'hui, voilà les jeunes. Regardez, descendez, on a 55% en termes de chômage. Pourtant, des milliards ont été mis pour gérer la jeunesse. Était-ce un dépannage politique? Qu'on nous dise, était-ce véritablement mis au service de la jeunesse camerounaise? Avec le fumeux plan triennal jeune. Non, l'autre là, c'est un autre dossier. Ça, c'est un autre dossier qui a sa phase gombotique. Donc, mesdames, messieurs, merci infiniment à vous d'être là avec nous ce matin sur Equinox Télévision. C'est le terminus de cette première partie. On se retrouve dans un court instant pour la suite de 10-12, le Zénith. Voilà, c'est une belle chanson de Benji Mateke. Boulot, c'est boulot, il n'y a plus de choix parce qu'effectivement, on vit dans un contexte de chômage généralisé et de sous-emploi comme corollaire de cette tare et tribulation de la galaxie politique camerounaise, avec des gens qui n'ont toujours pas compris que, effectivement, lorsqu'on est dans une situation d'incompétence, on dégage le plancher. Les gens qui simplifient le salaire. Voilà. Le boulot, c'est boulot. Vous qui simplifiez le salaire, non. Même si on me demande de balayer la route, pour avoir 25 000 francs le mois et balayer. Oui. On va prendre quelques messages, Megui, avant de continuer. Oui, tout à fait. Donc, il y a ce message qui nous dit vraiment qu'on nous excuse avec les rites de veuvage dans nos familles. Ces rites perdus pour torturer les femmes et les orphelins. Ma mère était soumise à sa belle famille. Ils l'ont quand même tuée. Désolé, la tradition africaine n'est pas encadrée pour éviter des abus. C'est vous qui ne savez pas effectivement ce qui est tradition et qui ne l'est pas. Parce que lorsqu'on vous parle de tradition, vous faites votre vie. Et lorsqu'un problème se survient, vous ne savez même pas vers qui aller. C'est là le problème. Il faudrait même encore préciser, qu'il existe un tribunal coutumier. Il existe un tribunal coutumier dans pratiquement tous les grands tribunaux. Et il y a les tribunaux coutumiers qui sont bien composés, bien constitués. Donc, on a cet autre message. Quand la femme perd son époux, on lui parle de certificat de non-remariage. Est-ce qu'on tient le même langage quand il s'agit d'un veuf? Non. Et pourquoi?
Et demander à la CNPS. Nous, on a seulement constaté qu'on a tourné le dos à la tradition en nous malaxant comme ça avec les lois. Le droit qui nous est venu de la France et de l'Angleterre. Alors, bonjour, dans notre pays, on ne connaît pas le respect des personnes. C'est relatif à quoi, votre rubrique? La femme africaine aujourd'hui est devenue un problème pour l'évolution. Quelques exemples de forts investissements au niveau de quoi? Oh là là, excusez-moi. Moi, si je ne me rase pas, si mon mari meurt, si l'homme veut arrêter, c'est moi que ça arrête. Ce n'est pas vous. Alors, Guy Léo de Kumba, ce pays est dirigé par des démons. Comment comprendre que les mêmes personnes détournent tous les jours au vu et au su de tous sans jamais être dérangés? Vraiment que le Seigneur visite ce pays, que notre cher président, toujours absent, a pratiquement conduit à la déchéance. J'ai craint que vous disiez que le président doive régler ça. Donc, et pourtant, on sait tout de suite d'où ça commence. Ça commence. Quand il parle, vous l'écoutez. Ça pourrit par la tête. Un poisson. Absolument. On lui a accordé un minimum de bonne volonté, pensant qu'il avait la volonté effectivement de résoudre le problème. Mais on se rend compte au fur et à mesure qu'il ne veut pas le faire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il pourrait faire comme son illustre prédécesseur. Quand Aïdjo a compris que ça n'allait pas, il a démissionné. Et que lui, il peut faire la même chose. Même hier encore, François Hollande a dit les promesses que je vous ai et que je pensais tenir ne peuvent pas être tenues, je ne serai pas candidat. Lui aussi peut se dire, peut-être en 2018, je ne serai pas candidat. Moi, le président, ce qui m'énerve, c'est que quand il parle à certains Camerounais, ils ne comprennent pas. Vous l'insultez tous les jours sur Facebook, vous faites son portrait. Papa, viens quand tu veux. Qu'est-ce qu'il y a que vous insultez un père comme si c'était un enfant? Ok. Junior, depuis PK10, bonjour, je ne suis pas d'accord avec les rites de veuvage. Lorsqu'un homme meurt, la femme est libre de se remarier avec qui elle veut. De plus, la femme a des droits, donc si elle n'est pas pour le veuvage, la belle famille n'a rien à lui imposer. Je finirai en disant que rien ne prouve que nos rites africains sont tous bons. Sinon, en quoi est-ce qu'ils nous ont véritablement aidés jusqu'aujourd'hui? Poser la question, on vous dit, dans de deux, justement, les rites de veuvage disent que la femme est maintenant libre. Les femmes qui lui font des rites de veuvage lui posent la question que veux-tu encore rester ou alors veux-tu rester libre pour aller te marier ailleurs? Il ne s'agit pas de contraindre la femme à rester à son foyer. Mais lorsqu'elle décide d'y rester, en fait, on la félicite. Mais elle dit, je vais me marier ailleurs, on la laisse partir. Elle donne seulement le statut des enfants si elle en a fait. C'est comme ça par principe. Maintenant, quand je dis, ça devient un problème parce que l'Église s'y est mêlée. Lorsque l'Église s'y est mêlée, tout le monde est allé à l'Église, on ne s'est plus rendu compte qu'en fait, il y avait la culture à côté. Et lorsque ceux qui sont les détenteurs de cette culture voulaient, encore on a dit, oui, la sorcellerie, c'est ci, c'est ça. C'est vrai, il y a des sorciers. Je vais matérialiser ça de la manière la plus simple. Aujourd'hui, discuter avec n'importe qui, il vous dit que si vous présentez la croix, le démon fuit. Qui vous dit que le symbole, la croix est le symbole de la fuite du démon? On ne fera pas un débat, on ne fera pas un débat dessus, Charles Lamel. Non, c'est pour éclairer ce téléspectateur qui est dans la perdition. Arrêtons de choquer les croyances de Camerounais. Jusqu'à preuve du contraire, les Camerounais sont libres de croire en ce qu'ils veulent. Megui, la suite des messages. On parle ici de croyances, c'est comme la religion. Chacun est libre de croire ou pas. Lorsqu'on matérialisait les fantômes, en Afrique, c'était quelle couleur? Noir. Hein? Vous avez 10 secondes. Allez-y. Ok, donc, merci Lily de Bonamoussadi qui nous dit bonjour sur le plateau. Ma mère a perdu son mari et la belle famille lui a dit qu'il ne connaissait pas la coutume et nous sommes dans l'ouest et elle a dû faire le veuvage comme ça se passe dans son village à elle et tout s'est très bien passé. Elle a porté le blanc pendant 1 an. Voilà. Oui, elle peut bien porter, mais elle n'était même pas obligée de porter le blanc. Dès lors qu'elle fait les rites de veuvage comme ça se passe chez elle, c'est normal, ça va. Bon, donc il faut préciser, parce que nous sommes là pour éduquer les gens, il faut préciser que le chiffre 12 n'a aucune valeur.
quand on parle des chiffres, ils disent le chiffre 3, le chiffre 6, le chiffre 7 et le chiffre 9. Les 1 an qu'on nous raconte, il faut arrêter. Mais On ça parle de la dépend. tradition de 12 mois, ça ne compte pas, Megui. Charles On parle de 3, Charles 6, Armel, 7, ça on dit varie. 7, les 9 notables, et on s'arrête au chiffre 9. Quand tu parles de 9 notables, ça Je c'est me la suis culture arrêté de à- chez toi, J'ai mais il y a pris d'autres un cultures. exemple. Oui, mais c'est C'est pour un ça qu'il a exemple. dit 3, 7, 6, 9. Oui, D'accord. C'est-à-dire la culture africaine ne va pas à Moi, en 12. fait, À j'ai un 12. problème, j'ai un problème. Ne Oui, parlez mais pas, Guy, ne prenez pas quand allez-y, et quelqu'un on dit qu'il termine n'est pas dessus. pour les rites de vivage, vous lui dites qu'il est dans la perdition. Pourquoi? C'est une question de croyance. Les gens sont libres d'adhérer ou pas. Voilà. Vous n'avez pas. Madame, si et- vous faites Non, un c'est- débat dessus, on va vous montrer depuis que l'humanité existe. Oui. D'accord. Vous pouvez croire ou ne pas croire, ça ne nous Mais enlève à rien. Bon, pourquoi bon. est-ce que Je ne vous peux ne laisser voulez dire sur pas, ce plateau, pourquoi est-ce que vous ne voulez je ne pas peux qu'on laisser fasse, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas prospérer qu'on sur fasse ce plateau des de observations sur la l'intolérance. tradition, mais Merci, Megui. vous diabolisez l'église. Merci infiniment. Pourquoi? Mais Mesdames, laissez Messieurs, le débat dessus, on il va vous est éclairer. temps pour nous d'aller Il y a un chercher débat dessus, la on vous revue des éclaire. réseaux sociaux. C'est Megui qui s'y colle. À tout de suite. Merci Eric Fopoussi. Donc pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux, on vous a promis de très beaux thèmes, justement très très intéressants. Et en premier, on va donc parler du marché de Niala où de plus en plus les populations sont terrorisées et donc des balles perdues terrorisent les populations du quartier Niala à Douala. Ces balles dont l'origine reste à déterminer font chaque année des blessés dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 3e. Surprise en plein marché dans la rue ou alors à leur domicile. Ces populations disent être plongées dans la psychose. Aucune autorité pour les rassurer ou leur donner des explications, alors même que l'une de ces munitions a coûté la vie à une femme le 14 septembre 2017 dernier. Donc il faut dire, Eric Fopoussi, que c'est un problème de ce côté-là et vous avez sûrement vu dans cet élément une femme qui parlait, elle témoignait justement de ce qu'il y a quelque temps encore, elle était carrément sur une moto qui était en train de rouler et elle a reçu une balle perdue au niveau du coude. Du coude. Ce n'est qu'arrivé à l'hôpital, il y avait du sang qui coulait partout. Et c'est arrivé à l'hôpital que le médecin estime que voilà, il y a un corps étranger dans son bras. Et quand on a procédé à l'opération, on se rend compte que c'est une balle. Voilà. Et on assiste ainsi au mutisme des dirigeants de cette localité qui effectivement ne donnent justement pas des informations sur l'origine, les causes de ces balles perdues. Bombok Mbengan, comment comprendre une telle situation? Mais c'est une incongruité du renouveau. C'est-à-dire que j'allais dire, l'urbanisation anarchique de nos cités fait en sorte que le marché de Niala a trouvé le génie militaire à côté. Et on n'a pas contrôlé les populations qui venaient dans cette localité-là, sachant bien qu'il y a un champ de tir pour les militaires. Il ne fallait pas laisser les populations à côté de ce champ de tir, habiter aux environs du génie militaire qui a son champ de tir à côté. Donc, c'est donc du laxisme des pouvoirs publics qu'il s'agit. Maintenant, est-ce que le génie militaire, on ne peut pas mener le génie militaire à transférer son champ de tir ailleurs? C'est le problème qui se pose. Ou alors, enlever la population qui déjà, je pense, pour certains ont des titres fonciers. Donc comment on va faire? L'État, chaque moment, se trouve embarrassé dans la situation qu'il a vu venir. Donc nous avons des dirigeants qui ne prévoient rien du tout. Parce que lorsqu'on construisait ce camp du génie militaire, il n'y avait pas de population à côté. Et on les voyait venir chaque fois. Donc Voilà. c'est triste de le dire. Et en plus, le champ militaire, pourquoi à ce moment-là ne peut-on pas utiliser les balles en caoutchouc peut-être? Voilà. C'est la question qu'on se pose, surtout qu'on va signaler qu'il y a eu un manque d'anticipation dans ce cas précis et on continue à vivre avec la peur au ventre à Niala, tendance gagnée. Oui, quand c'est comme ça, m'abandonner au marché, tu as peur. Tu n'es pas en sécurité. Regardez par exemple à Moutengene, l'école de formation, l'école de police, d'application de police de Moutengene. Le champ de tir de ce côté-là, c'est en brousse. À Koutaba, c'est la même chose. À Djoum, c'est la même chose. Pourquoi à Douala, si la situation peut changer si le gouvernement veut, si nos dirigeants veulent, je sais que vous allez changer parce qu'on dit souvent que la nuit porte conseil. Je sais que les gens vont dire que tu connais Djoum où, tu connais Obala où, tu connais Moutengene où, je connais, où ils ne connaissent pas où j'entre. Je connais l'école de police de Moutengene, je connais même le champ de tir. Je connais Djoum, je connais Obala où les gars se forment, je connais mon Koutaba. Pourquoi pas? Là-bas, le champ de tir est bien parce que c'est loin en brousse. Comme le génie militaire peut aussi quitter pour aller en brousse. Pourquoi pas? C'est toujours une proposition.
D'accord. Quand c'est en ville comme ça, même quand tu laisses l'enfant à la maison, tu as peur. Soit encore on peut faire comme Momora dit, balle en caoutchouc. En caoutchouc, mais sauf que ça ne va pas faire le même travail que les vraies balles peuvent faire. Si les gars sont en train de poursuivre un bandit. Mais Chalamel Bachou, c'est quand même inquiétant, non, que depuis tout ce temps, rien n'ait été mis en place pour résorber ce problème majeur. Les champs de tir ont toujours été dans cette zone pour ce qui est du génie militaire, mais oui. sauf que la population est venue s'installer. Quand on a commencé à vendre les terrains à cette zone, pourquoi est-ce que l'armée, à travers ses multiples porte-paroles, avec de différentes époques, n'ont pas pu intervenir pour dire non, ne venez pas vous construire à ce niveau parce que juste à côté, il y a un champ de tir. Pourquoi laisser la population venir jusqu'à ce point? Pourquoi ne pas, parce qu'eux aussi n'ont pas pensé délocaliser pour aller occuper notre zone. Quand on essaie de voir, que ce soit aux États-Unis, en France, il y a des salles, qui sont des champs de tir. Il y a des lieux où les gens vont s'exercer à l'art du tir. Pourquoi ne pas construire une salle aujourd'hui dans cet actuel espace, construire une salle où les gens vont aller s'entraîner à tirer sur, on va dire, je ne sais pas si, des mannequins. Ils vont mettre des mannequins, ils vont s'habituer, puisque c'est ça le champ de tir. Oui. Améliorer le tir, s'habituer au coup de l'arme, au recul et tout, il faut s'habituer à tout ça. Améliorer sa précision de la cible. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin? Oui. Ils peuvent le faire dans une salle. Aujourd'hui, qu'on est en train de dire qu'on modernise toutes nos forces de défense, il faut bien les moderniser sur tous les plans. Et on attend vivement aussi que le ministre de la Défense fasse une sortie. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'on ait 10, qu'on ait 15, qu'on ait 20 personnes qui tombent. Et c'est depuis des années que les populations souffrent de ce côté de Niala. Ça, il faut le préciser particulièrement. Oui. On a eu le cas de ces Madame Yonke Odile, si vous les souvenez sont exacts. Madame Yonke Odile, qui en est décédée. Vous avez vu tout à l'heure à travers l'image, comment a traversé sa toiture. Et n'oubliez pas que lorsque la balle est tirée, il y a deux facteurs qui existent. Il y a le vent, la pression du vent qui peut guider et la pression du gars et surtout, on va dire, la qualité de calibre de l'arme utilisée. Donc, véritablement, que nos forces de défense vous revoient, les commandants du génie, qui revoient comment on va délocaliser, si c'est possible. Si c'est pas possible, ils vont avec le gouverneur ou avec le ministre de la Défense et qu'on crée une salle. Alors, bon, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faille faire? Est-ce qu'on doit privilégier le déguerpissement avec tout ce que cela peut comporter comme expropriation et indemnisation, ou simplement, comme le dit Charles Labelle, revoir effectivement la localisation de ce champ de tir génie militaire? Quelle est l'urgence là maintenant? Parce qu'il faut agir tout de suite. Oui, c'est quand même le génie militaire. Oui. Qui dit génie militaire dit construction des œuvres. C'est-à-dire le génie militaire peut construire des bâtiments au sein duquel vont procéder à des champs de tir. Si délocaliser ce champ va encore poser des problèmes, peut-être ils iront à PK 36 ou 30 combien, je ne sais pas, ou 40 quelque chose, va poser problème. Ils font des constructions. Parce qu'il est quand même démontré que une fleuve comme le Vouri, en cas de guerre, le génie militaire peut vous faire un pont en une journée. Une journée, une nuit peut vous faire traverser le Vouri. Et ça veut dire qu'ils peuvent faire des bâtiments au sein duquel ils vont procéder à des tirs d'essai. Voilà. Megui, on a d'autres informations dans votre gibecière, dans votre besace. Oui, tout à fait, Eric. Donc, on va justement aller du côté de Yaoundé où se trouvait Dieudonné Mbala, donc l'humoriste franco-camerounais, il faut le dire, qui a réitéré son intention de participer au scrutin prévu l'an prochain au cours d'un entretien avec des hommes de médias. C'était le 16 octobre 2017, donc du côté de Yaoundé. Il faut dire que Dieudonné Mbala, qui a une double nationalité, il est franco-camerounais, mais cette double nationalité n'est pas reconnue justement au Cameroun. Donc, on lui a opposé cet argument-là, justement, lui qui disait qu'il veut être président de la République du Cameroun. Et il a répondu tout simplement que ça, ce n'est pas un si gros problème parce que il estime que beaucoup de personnes qui sont aux affaires dans notre pays, des personnes qui sont membres même du gouvernement, auraient donc cette double nationalité et que c'est connu. Donc, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'avec lui, on en ferait un cas particulier. C'est quand même désolant qu'on en arrive là, à ce foisonnement de candidatures.
dont on peut s'interroger sur le sérieux d'une telle démarche, surtout lorsqu'on sait que Dieudo a eu maille à partir en France. Surtout, ce qui fait beaucoup réagir les internautes, justement, c'est cette déclaration-là, qui, selon lui, beaucoup de personnes qui sont aux affaires au Cameroun détiendraient donc une double nationalité et que ça ne fait pas un problème, justement, jusqu'à ce qu'il soit peut-être en maille avec la justice, où certains viennent maintenant dire que voilà, je suis de nationalité étrangère. Voilà. Alors, Charles Hamel, croyez-vous au sérieux de cette démarche? Je vais vous dire que la majeure partie des Camerounais ont la double nationalité. Voilà. Ce n'est plus étrange. Il n'y a pas que nos hommes. Vous avez la femme des opérateurs et les femmes des opérateurs économiques qui vont accoucher en Europe. L'enfant prend automatiquement la nationalité. Vous avez la femme des directeurs généraux qui vont passer des congés avec des grossesses tout bien calculées et finissent par accoucher. Ça commence par là. Les enfants qu'on oriente dans un système scolaire bien précis avec une fin bien connue. Vous avez les administrateurs, c'est pas connu qu'on a dans le gouvernement des Nigériens. On a des Nigériens, c'est pas étrange, ça se lit tous les jours dans la presse. On a des Nigériens, on a des Tchadiens, on a mais jamais on a dit tel est Tchadien, tel est Nigérien. On sait qu'on a des Américains, on a des Français, on a des Canadiens, on a même des Australiens, ils sont connus. La preuve, certains vont même voter. Lorsque la France a des élections, ils vont voter dans les ambassades. On les voit. Oui. Mais je ferai comme le chef de l'État. Où sont les preuves? Absolument. Bombok connaît donc là, dans une situation quand même curieuse, non, de cette question de la double nationalité au Cameroun. Oui, je pense que notre compatriote Dieudonné, il a fait ce qui sait bien à son métier, c'est-à-dire castigare ridando mores, corriger les mœurs en riant. Il est venu poser le problème, effectivement, que les autorités camerounaises ne veulent pas résoudre depuis cette loi sur la nationalité qui date depuis quand même le 11 juin 1968. Et dernièrement, je pense qu'il y a eu un forum de la diaspora à Yaoundé. Et nos compatriotes de la diaspora ont posé clairement le problème. Ils ont dit, lorsque nous viendrons investir, nous allons investir en tant que qui? En tant que Camerounais, en tant qu'Allemands, Français, Britanniques ou Américains. La question n'a pas trouvé de réponse. Donc, lorsque Dieudonné repose le problème aujourd'hui, c'est vrai, c'est pour rire, parce qu'il ne sera pas candidat, ou alors même s'il pose sa candidature, il sait que sa candidature sera rejetée. Mais c'est pour dire qu'en fait, je vais les citer, hein, lorsque l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, Adolphe Moudiki, part voter, on l'a sait. Lorsque Roger Mila, ambassadeur itinérant, part participer au vote pour la présidentielle en France, il y a un maire de Banganté. Il a dit qu'il est ami de la France, Mila. Voilà. Il a dit qu'il était un ami de la France. Mais un ami, parce qu'on est ami de la France, on n'est pas inscrit sur une liste électorale en France. On est inscrit sur une liste électorale si on bénéficie de la nationalité française. Donc en fait, ces gens-là devraient donc être frappés par l'article 31 de cette loi dont je venais de citer tout à l'heure. Parce que voilà, on dit qu'on perd la nationalité camerounaise dès lors qu'on acquiert une autre nationalité. Donc, peut-être même que le problème se pose avec le président Biya lui-même, je ne sais pas. Mais il y a plein de gens, même notre équipe nationale de football, plein de garçons qui ont une double nationalité. Donc, c'est une incongruité que cette loi qui date de 68 existe encore aujourd'hui. Surtout, on va également rappeler qu'il y a une réserve, une restriction de cette loi. C'est les femmes qui, évidemment, qui épousent un conjoint de l'étranger peuvent garder la nationalité camerounaise. Alors, Tendance, vous avez un passeport camerounais ou un passeport français? Hey, pardon, j'ai le passeport camerounais, même qu'on me voyage constamment. J'ai cru que tu voulais me parler de la politique. J'allais te dire que je connais quoi en politique, papa. Oh, ma première fois d'entendre le mot double nationalité, c'est qu'on a dit que le prince d'Engamois était américain. J'ai dit que il est américain, ça fait quoi? Pourtant, je le connais depuis quand il était petit, que c'est un noir, c'est un Camerounais. On dit que non. Comme il a double nationalité, il ne peut rien parler concernant les droits d'auteur. C'est ma première fois d'entendre ça. Mais dit, pour M. Mbala, c'est un grand frère. Je peux dire que c'est un papa que j'aime, que j'admire bien. Et comme je l'appelle papa, les gens vont dire que je fais la talakou. Je fais. Vous-même, quand on fait la talakou, vous faites quoi? On ne vous fait rien. Je dois faire la talakou. Donc, c'est quelqu'un que je respecte bien, que j'aime beaucoup. Concernant la politique, papa, laisse.
Parce que quand on commence à dire double nationalité, tu ne peux rien faire. La preuve, le prince de Ngalmois pouvait nous gérer les droits d'auteur et gérer même les artistes, à mon avis. On a dit, messieurs, double nationalité, vous ne pouvez rien faire. Donc, papa Mbala, laisse mon père, laisse la politique tranquille. Tu continues, tu vas nous faire rire. Alors, Begui, il y a un autre point sur lequel on n'a pas revenu, c'est justement ce qui peut lui être reproché à M. Mbala, c'est le séjour au Cameroun, c'est-à-dire qu'il n'est pas au Cameroun régulièrement. Est-ce qu'il n'est pas au Cameroun régulièrement? Je pense qu'il vient régulièrement au Cameroun, Dieudonné Mbala quand même. Depuis... Non, j'ai beaucoup parlé, justement parce que l'article 25, dont il fait allusion, parle d'une résidence continue. Voilà, justement. Effectivement, dans ce cas-là, oui, peut-être qu'on peut lui opposer également cet argument-là. Mais moi, je pense que j'ai un problème avec justement cette double nationalité. C'est-à-dire que quand on brandit cet argument-là, quand on veut régler ses comptes, généralement, il y a beaucoup de personnes ici dont on ne soupçonne même pas qu'ils peuvent avoir cette double nationalité parce qu'ils ont des postes de responsabilité dans cet État. Il faut juste aller voir souvent quand il y a peut-être un vote au niveau des différentes ambassades ou bien dans des consulats, vous serez surpris de voir certaines personnes là-bas. Ou bien dans les aéroports, quand ils voyagent, quel passeport? Tout à fait. Vous serez très surpris de voir qui sont ces personnes-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pour régler des comptes. On a eu le cas de Dedi et Yango, justement, pour des élections à la Soukam. On lui a dit en dernière minute, alors même que les résultats étaient déjà proclamés, qu'il ne peut pas assurer ce poste-là parce qu'il détiendrait une double nationalité. Voilà, c'est un réel problème parce que même dans le cas de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui ont beaucoup à apporter à notre pays, on ne peut justement pas en bénéficier parce que malheureusement, il y a cet élément qui revient toujours sur la scène. Absolument, ce sera le mot de fin sur ce sujet, Megui. Voilà. Donc, on va chuter en allant du côté de Ngaoundéré dans le Septentrion où la police a appréhendé donc des étudiants en Master 2 à la tête d'un réseau de faux timbres fiscaux. Le dit réseau est dirigé par des étudiants inscrits en cycle Master 2 à la Faculté des Sciences. Et pour être plus précis, ils sont au nombre de 3. L'un d'entre eux a pris la poudre d'escampette et les étudiants mis en cause ont été appréhendés par la police locale. Même s'ils ont été relaxés par celle-ci, il reste qu'ils sont sous le coup d'un mandat de détention provisoire. Et le procureur de la République auprès des tribunaux de la VINA a ouvert une information judiciaire contre eux. Donc les internautes, justement, se demandent encore, alors dans nos universités, comment se fait-il qu'il y ait justement ce genre de réseau de trafiquants de faux timbres fiscaux? Et il paraît qu'ils opèrent depuis un bout quand même, mais on a démantelé, en fait, on a été mis au courant de ce trafic. Donc, depuis le 21 septembre, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Finalement, on a pu mettre la main sur ces étudiants voyous. Alors, quelle lecture on peut faire de ces trafics de timbres, surtout lorsqu'on sait qu'il y a eu des évolutions. Entre-temps, il y a eu les timbres fiscaux électroniques. Oui, tout à fait. Justement, censé limiter ce type de désaccord. C'est justement parce qu'il y a eu une multitude de trafics de timbres fiscaux qu'on a mis en place cette machine de timbres électriques. Et là, la première idée qui me vient à l'esprit lorsque j'ai suivi cette information, c'était l'attitude du procureur. Quand il les a relaxés, j'ai compris que le procureur de la République sait ou alors soupçonne qu'il y a des gens derrière et que les étudiants seraient placés devant un groupe de gens qui sont tapis dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'il ne les a pas mis en cellule directement. Donc, il va continuer ses enquêtes, sachant que c'est quand même pas un étudiant, ou alors c'est 3 étudiants qui peuvent acheter les machines, qui vont, imprimer des timbres, les mettre en réseau de distribution, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ça que je pense que ce sont des fins limiers, ils vont remonter jusqu'à l'instigateur même de ces réseaux-là, jusqu'au patron de cette mafia. Et surtout que
généralement, les patrons de ce genre de mafia se trouvent être les gars du Sérail. Est-ce qu'il va effectivement mettre la main sur lui? Et je le souhaite vraiment, parce que là, ça fait perdre à l'État du Cameroun d'énormes d'argent. Tout à fait. D'énormes sommes d'argent. Chalamel, on est presque fataliste hein, face à cette situation. On se dit que voilà. Moi, je veux qu'on rectifie, que les internautes rectifient l'expression étudiant voyou. Parce que lorsqu'on est à l'université, l'université est le carrefour où il y a 3 types de choix possibles. Soit on demeure sérieux, parce qu'il y a les moyens qu'on a mis pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, soit on fait semblant, c'est-à-dire un jour on est à l'école, un jour on est dans les réflexions, soit tout simplement on se déroute. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pas aujourd'hui qu'on connaît l'histoire de Bonamou Sadi à Yaoundé. C'est pas aujourd'hui qu'on connaît l'histoire de Kradat à Yaoundé. C'est l'antre, c'est la gora même de la haute réflexion. Ces mêmes pontes du régime qui sont assis venaient à une certaine époque à l'université chercher les étudiants pour aller composer le probatoire, pour aller composer le baccalauréat. Ces mêmes gens qui sont là aujourd'hui, qui se vantent et qui touchent, qui ne veulent plus quitter, sont les gens qui à une certaine époque venaient voir les étudiants s'inscrire à l'université et laisser les étudiants faire leurs devoirs. Ah oui, les étudiants, c'est pas aujourd'hui. Vous voulez un faux baccalauréat, vous allez de ce côté. Vous allez à Ange Raphaël, du côté d'Ange Raphaël. C'est un tout à cet endroit, c'est comme la casse. Vous trouvez tout dans la casse. Est-ce que c'est pas connu? C'est connu, mais il faut aller nettoyer. Il faut aller nettoyer. Dératiser, vous oserez le mot. Moi, je ne veux pas employer un mot qui vraiment, cette expression, je ne l'aime pas beaucoup. Je vous dis, il faut qu'on aille nettoyer. Mais comment va-t-on pénétrer pour aller faire le nettoyage? Quelle est la solution de rechange qu'on va proposer à ces jeunes? Là est la question aujourd'hui. Tout le monde est fait dans la débrouillardise. Je vous le dis. Regardez le phénomène de la piraterie. Ce n'est pas devant nous que ça passe. Les policiers n'achètent pas. Les avocats n'achètent pas les mêmes CD piratés. Non, on n'est pas assis tous dans les mêmes snack bars quand les mêmes bars quand ça passe. Non, c'est bien même mieux. Il y a les boutiques où on vend les CD piratés. Et ces boutiques payent les impôts libératoires. Les machines, celles qu'on appelle les pondeuses, parce que dans la langue jargon, ils appellent ça les pondeuses. Ça ne sort pas du port de Douala. Ça grave 1000 CD. Ça grave 1000 CD, 10 000 CD. Est-ce que ça n'est pas posé là? On ne connaît pas là où c'est. Rappelons-nous le phénomène de Zoazoa. Ne nous amenons pas sur des terrains, il ne faut pas qu'on nous amène. Je suis parti, je voulais légaliser permettez-moi, je voulais légaliser un document. Je suis arrivé au niveau de la sous-préfecture pour légaliser. Je peux vous rassurer qu'on m'a sorti les vieux timbres. Oui. Au lieu de même mettre les timbres actuels qu'on utilise avec le cahier, on a sorti un vieux timbre. Ah, monsieur, c'est pour ça, donnez l'argent. J'ai donné expressément, j'ai vu comment on a remis. J'ai dit, non, ça existe encore des grands frères. Tu crois qu'on fait comment pour vivre ici? Et c'est ressorti qu'acheter. Donc on vit dans une situation de jungle généralisée avec ce problème de timbres fiscaux, de faux timbres fiscaux, de trafic de timbres fiscaux. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous d'être là ce matin sur 10-12 le Zénith sur Equinox Télévision. On va prendre interpellation dans un court instant. On tourne donc la séquence consacrée à l'interpellation de ce matin. Ce pays-ci qui a autrefois aidé certains pays, qu'aujourd'hui nous n'allons que on piétine, on ne fait que piétiner. Si vous prendrez un domaine, je vais un peu m'accentuer plus sur le domaine du travail, qui est un gros problème pour les jeunes au Cameroun aujourd'hui, le problème de l'emploi. Nous rendons compte qu'une minorité de personnes décide sur tous les Camerounais, qui est une minorité de personnes, de ceux-là qui profitent. Par exemple, au Cameroun, te dit que toi-même, tu discutes ton salaire avec ton employeur. Il n'y a aucun truc qui cadre un employé, par exemple. Donc, l'employeur, lui, il te donne ce qu'il te donne, pas en fonction de ton travail, mais puisqu'il sait que si tu ne travailles pas, tu n'as pas le choix. Demain, une autre personne va faire le même travail là. Et pour rien même. Donc, je peux demander à notre gouvernement s'ils ont encore pitié de ce pays-ci. D'abord, comme disait un grand frère à moi, tous ceux qui aiment ce pays sont vraiment morts. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut demander à ce gouvernement, c'est aujourd'hui, c'est de faire l'effort, pas forcément pour qu'il quitte, de faire l'effort de tenir compte de la jeunesse au Cameroun. Car nous les jeunes, nous souffrons franchement. On a un manque
on n'a rien à faire. Pas parce qu'on ne veut pas faire. On veut bien travailler, mais il n'y a pas quoi faire. Mais le jour que tu fais l'effort d'avoir un petit truc, on te conditionne. Il faut passer par tout. Par exemple, il y a le concours ici que certains Camerounais ne peuvent même pas rêver. Pas parce qu'ils n'ont pas le niveau ou bien le mérite. Ils ne peuvent pas rêver de certains concours, puisque c'est déjà, à la base, c'est un concours qui est privilégié pour certaines personnes. Donc il faudrait qu'on revoie tout ça. Donc s'il faut reprendre, tout à reprendre. Compliqué, une situation qui justement interpelle ce matin sur Equinox Télévision dans 10-12 le Zénith, Mbobok Bengan. Oui, notre compatriote a soulevé deux problèmes. D'abord, c'est le travaillement de travail où c'est lui que le demandeur d'emploi est obligé de négocier son salaire avec le patron, mais également les concours administratifs qui, j'allais dire, sont à tête chercheuse. Moi, je me limite au niveau de travail. Nous sommes dans un pays où tout est à construire, mais on dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire. Voilà dans quelle situation nous nous sommes trouvés. Et nous avons eu les dirigeants en 92, parce que le Code du travail, l'actuel date de 1992, où, face, j'allais dire, à la crise économique, nos dirigeants n'avaient plus de perspectives à proposer. Et au lieu même d'accompagner les opérateurs économiques, on a laissé tout le monde se débrouiller. Ce qui fait que ceux que nous appelons opérateurs économiques, hommes d'affaires ou quoi, se débrouillent. L'État ne les accompagne pas. Et les jeunes qui sortent de l'école, il y en a qui ont appris certainement un métier, qui veulent se lancer dans le monde du travail. On leur dit, allez négocier, vous pouvez avoir le diplôme d'ingénieur et on décide de vous donner le salaire d'un bachelier. C'est à vous de voir avec l'employeur. Bon. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons depuis 1992. Donc, en fait, moi, la conclusion est que les jeunes ne désespérons pas. Nous nous rendons compte que le renouveau ne peut plus nous donner, nous offrir des perspectives. Faisons tout pour changer le régime, c'est tout. Oui, tendance qui, effectivement, va rebondir sur les propos du Mbobok Bengan, parce qu'effectivement, on se rend compte que les jeunes subissent ce martyre au quotidien, tendance. Il faut même que les jeunes arrêtent de dire que non, si on n'a personne quelque part, on ne peut pas progresser. Non. Il y a les gars qui ont fait le concours, sans personne devant, ils ont réussi. Ne dis pas toujours il faut pas toujours essayer le diable au mieux que non, j'ai qui devant. Je vais aller déposer mes dossiers dans la société là que je connais qui non. Dans l'avion, il faut s'adapter à tout et tester partout. Quand tu déposes tes dossiers, on voit si tu es performant. Pourquoi quelqu'un ne va pas te recruter si tu es performant? Ne vous découragez pas, comme on m'aura dit. Donnez vos dossiers. S'il y a les concours, que vous avez le niveau, vraiment, faites les dossiers. Il faut composer tout ce qu'on demande dans les dossiers. Vous partez déposer. Demain, vous pouvez réussir comme vous ne pouvez pas réussir. Si vous ne réussissez pas, c'est que ce n'était pas votre jour. Il faut tout mettre dans la tête que non, que j'ai qui. Avec mon niveau, sinon, je n'ai personne. Non. Quand on dit on a espoir, il ne faut pas se décourager. Moi, je suis une femme forte. Je ne me décourage pas. Et je gagne tous mes combats, Megui. Tu comprends ce que je dis, non, maman? Je ne dois pas rester à la maison et dire que, maman, je vais aller dire quoi là-bas? Je n'ai même pas moi fréquenter. Non. Il faut oser. Non, il faut oser. Je reste dire que maman, je connais même quoi. Non, non, maman, pardon. Mieux c'est Chalamel, mieux c'est Megui. Chalamel, donc on va se réduire à la persévérance, donc. Hey. La persévérance, c'est pour deux types de personnes. Ceux qui ont la santé, vraiment la santé de fer, oui, parce qu'ils ne peuvent pas craquer. Et pour ceux qui véritablement boivent les écorces. Je parle là pour qu'on se comprenne. Parce que si vous n'avez pas la santé pour marcher de bureau en bureau avec un ventre affamé sans aucun verre d'eau, je peux vous assurer que vous allez craquer. Si vous n'êtes pas attaché aux écorces, je lisais encore le quotidien émergent ce matin qui disait soutenance des masters 1 et 2 impulsés sous influence de l'homosexualité. Je lisais encore ça ce matin où des étudiants ont adressé une correspondance à Jacques Famendogo, ce n'est pas moi, dans lesquels ils témoignent de ce qu'ils vivent pour pouvoir soutenir. Un étudiant qui se bat, qui réussit à soutenir, après toutes les pressions des cercles magico-ésotériques, homosexualité, il sort, il a encore un deuxième combat. Vous voyez que la vie de l'homme, ce n'est pas fait pour véritablement pour permettre à l'homme. Vous entrez dans les multinationales. Dans les multinationales, c'est une pression terrible. Pour quel type de salaire? Pourquoi est-ce que les fonctionnaires ne discutent pas de gré à gré avec le ministre? Et que comme tu es arrivé, ton salaire là, il te donne tant.
Pourquoi quand vous entrez à l'ENAM, vous savez ce que vous allez toucher quand vous sortez dehors? Pourquoi lorsque vous recrutez dans une entreprise avec le baccalauréat, on ne sait déjà pas combien on doit vous donner dans une entreprise? Pourquoi on ne sait pas que comme on a pu se gaver la licence, niveau licence correspond à l'échelle, on doit lui donner tel salaire? Pourquoi? Alors c'est un faux débat pour moi. J'estime que c'est un faux débat où l'État sort gagnant et l'État abandonne encore les jeunes. Allez vous débrouiller, ce qu'on peut vous donner, on vous donne. 2 mois, vous ne payez pas votre loyer, votre bailleur est susceptible de vous mettre en prison. Parce qu'on a un retard salarial d'1 mois ou 2 mois, parce que vous tentez de vouloir, votre employeur peut vous mettre en prison. C'est ça, on a livré les jeunes. Parcourez, vous verrez. Donc le jeune, il est livré donc à son sort, hein, un sort qu'il médite au quotidien et il ne peut que pleurer. Il a ses yeux pour pleurer. Megui, quel message dans ce contexte on peut transmettre aux jeunes qui nous regardent ce matin sur Equinox Télévision? De ne pas perdre espoir, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Les choses ne sont pas facilitées du tout pour les jeunes au Cameroun. Beaucoup plongent de plus en plus dans le désespoir. Il y en a qui estiment que pourquoi est-ce qu'on va aller perdre le temps à l'école alors qu'à la clé, on n'est même pas sûr de pouvoir profiter des fruits de nos efforts. On voit beaucoup de jeunes qui souffrent dans des entreprises, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup à apporter, mais les conditions qui leur sont données dans ces entreprises, des conditions même de travail, c'est n'importe quoi. Et le gouvernement a fait les choses de façon à ce que justement, ces jeunes sont carrément abandonnés à eux-mêmes. Dans des entreprises, on ne sait même pas si on peut parler de recrutement. Les gens, on vous dit, OK, vous pouvez commencer le travail. Vous ne savez même pas sur quelle base on va vous payer. Vous ne savez, on vous impose des salaires, on ne vous demande rien du tout. Vous n'avez même pas le droit d'émettre un avis parce qu'on se dit, OK, si je vais parler, les jeunes ont cette crainte-là, je vais peut-être être un peu exigeant ou alors demander même ce qui est de mon droit. Je n'en ai pas la possibilité parce qu'on peut me foutre à la porte. Qu'est-ce que je vais faire après? Il y a peut-être quelqu'un qui va venir proposer ses services même pour moins que ça. Et les gens en profitent pour justement... c'est souvent même pratiquement de l'esclavage. Voilà. Rien n'est respecté. Vous allez dans certaines stations-service, j'étais horripilée il y a quelques jours de voir quelqu'un me dire que je commence le travail à 6 heures et je pars d'ici à minuit pour revenir à 6 heures. Et on n'a même pas de pause. On n'a pas de pause, on ne peut pas avoir de pause pour manger. C'est extrêmement compliqué et c'est des compatriotes qui traitent leurs compatriotes de cette façon. Il faut parler de l'élite intellectuelle camerounaise, l'élite qui a mené tout ce désordre dans ce pays. L'intelligentsia camerounaise qui effectivement a échoué dans ce contexte et on peut simplement déplorer le fait que de nombreux jeunes aujourd'hui ont perdu de leur force, de leur personnalité parce qu'effectivement vous êtes contraints à travailler dans des conditions très difficiles, souvent sans contrat et vous êtes juste obligés de vous plier parce que, comme on dit au Cameroun, on va faire comment? Mesdames, Messieurs, on va ainsi aller chercher Monsieur Constilamine. Il est le plus sénégalais des Camerounais. Il me l'a dit tout à l'heure. Avec lui, on parle de la nouvelle promotion magasin 1001 tapis avec le concept Salaka. Consti, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à toute l'équipe et bonjour bien une fois de plus à tous les téléspectateurs de l'émission 10 de Zénith et bien sûr à tous les clients du concept Salaka. Un bonjour particulier à l'adjudant-chef Girafe, grand client du concept Salaka et aux parents du concept Salaka, le président Arnold Eteki Motajaz. Alors ce matin, chers téléspectateurs, nous allons aller bien sûr très vite parce que la vitesse se veut très élevée ce matin pour rappeler donc à tous nos téléspectateurs que nous allons vivre ce matin une promotion exceptionnelle du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour le compte bien sûr de cette semaine du mois d'octobre. Alors tout de suite, nous allons commencer directement par les tapis. Ah ben oui, les tapis de très bonne qualité, hein. Les tapis bien sûr d'1 mètre sur 2, des tapis ovales. Vous les avez bien sûr à 15 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala au quartier Aqua en face de la boulangerie Saker, juste à l'entrée de la rue Mermoz. Vous avez donc ce magasin qui vous propose des tapis neufs de qualité supérieure d'origine turque. Vous les avez à 15 000 francs, un tapis ovale. Que ce soit pour le bureau, que ce soit pour la chambre, que ce soit pour le salon, que ce soit pour la salle à manger, que ce soit même pour la terrasse à la maison. Vous avez donc des tapis de qualité supérieure à 15 000 que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Donc ceux qui sont du côté du nord, de l'extrême nord, pourrez du côté du magasin 1001 tapis. Alors appelez directement à nos numéros de téléphone et passez des commandes. Alors à l'instant, place
à ce magnifique robot mixeur 2 bols. Ah ben oui, un bol pour les condiments secs, un bol pour les condiments frais. Vous l'avez à 11 500 francs. Je rappelle qu'il est neuf. Il est dans le carton avec un guide d'utilisation en français. Vous l'avez donc à 11 500 francs. Plus besoin de demander le robot mixeur aux voisins, plus besoin de craser les condiments, on ne sait pas où. Alors, à n'importe quelle heure, à minuit, à 2 heures, à 4 heures, à 3 heures, on peut écraser ces condiments à la maison avec ce magnifique robot mixeur 2 bols de qualité supérieure d'origine européenne à 11 500 francs. La suite nous conduit directement au bouilloire. Avant donc de parler des fers à vapeur, je rappelle donc des bouilloires de qualité supérieure, des bouilloires en inox pour bouillir de l'eau. Ça ne consomme pas assez d'énergie. Ce sont les seuls bouilloires dotés d'un allumage automatique. Dès que l'eau a chauffé, ça s'arrête directement, tchang, et ça vous dit c'est bon. Donc vous l'avez à 8 000 francs, cette magnifique bouilloire électrique de qualité supérieure à 8 000 au magasin 1001 tapis. Ceux qui sont du côté du nord, de l'extrême nord, du Tchad, du Gabon, du Congo, appelez nos numéros de téléphone, vous aurez l'occasion d'être livré en direct en nous appelant tout simplement, alors en venant du côté du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua. Alors à l'instant, ah ben oui, c'est ici que le sucre devient salé. Ah ben oui, je dis bien le sucre devient salé avec ce magnifique fer à vapeur neuf dans le carton. Vous l'avez à 7 000. Pour ceux qui veulent être élégants, comme le parrain Arnaud de Teki ou alors comme le commandant Girafe, c'est donc l'occasion d'acheter vos magnifiques fers à vapeur à 7 000 francs pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Non, c'est terminé les insultes. Chacun devrait l'avoir. 7 000. Le prix va encore s'afficher à l'écran. Les numéros de téléphone s'affichent. Le magasin s'affiche. La situation s'affiche. 7 000 francs. Et le stock est en train de s'épuiser. Donc ne perdez pas le temps. Courez rapidement. Ne demandez plus de fer aux voisins. Ne portez plus des habits froissés. C'est terminé. Un fer à vapeur neuf à 7 000. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Alors, place à l'instant, bien entendu, à un arrivage exceptionnel. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, les ordinateurs Pentium 4 sont de retour. À quel prix? Je n'ai pas dit 350 000, non. Je n'ai pas dit 400 000. J'ai dit un ordinateur complet à ces 37 500 francs. Ordinateur complet de marque HP ou Dell. Vous l'avez à 37 500 francs. 40 Go de disque dur, un écran plat 17 pouces, lecteur DVD à 37 500 francs au magasin 1001 tapis. Appelez dès à présent et vous ne serez pas déçus. La suite nous conduit rapidement, bien sûr, avec des magnifiques laptops, des mini laptops. Vous les avez bien entendu à 55 000. Un laptop de qualité supérieure à 55 000 francs au magasin 1001 tapis. Voilà, merci infiniment, Constille Lamy, pour ces informations qu'on a bien reçues à bon port. Encore quelques minutes avec la réalisation, vous pouvez. Merci. Merci à la réalisation. Donc, des laptops à 50, merci à la réalisation. Des laptops à 55 000, et les voilà. Des laptops stylés. Le prix va s'afficher encore à l'écran. Des laptops à 55 000. Ah ben oui, c'est un Dell. Un Dell de qualité supérieure à 55 000 au magasin 1001 tapis. Voilà, un Dell. Vous le voilà. Il est à 55 000 francs. Il est rangeable facilement. 55 Go de disque dur, 1 Go de RAM. Le prix va encore s'afficher à l'écran. Regardez comment il est stylé. Il est Nyanga. Laptop Dell à 55 000. Le prix va encore s'afficher à l'écran. Le stock, il est très très limité. Appelez dès à présent. Ne perdez surtout pas le temps. C'est l'occasion plus que jamais de l'avoir. Alors à l'instant, votre Core i3 est de retour à combien? 115 000 pour le compte de cette semaine. Un laptop professionnel, 4 Go de RAM, 2.4 de processeur, lecteur DVD, graveur DVD, Wi-Fi, webcam. Vous l'avez à 115 000 francs au magasin 1001 tapis, le magasin de la qualité. La suite nous conduit directement au magnifique woofer. Vous les avez à 25 000 francs, un woofer de qualité supérieure avec radio, télécommande, carte UF, carte mémoire, sortie USB. Vous l'avez à 25 000 au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua. Des plaques à gaz turbo pour cuire même l'éléphant, pour cuire le riz. Vous les avez à 27 000. Cette magnifique plaque à gaz turbo au magasin 1001 tapis, le magasin de la qualité, tout de suite avec des régulateurs de tension numérique à 17 000 francs. Alors, Batobé, c'est, douala, au pont
Congo, Yandé t'attend au Ok, magasin. merci infiniment Consilami pour ces informations pour le magasin. Merci infiniment. On va continuer le programme avec évidemment Megui. Quelques messages qui sont arrivés, Megui, ou pas du tout, pour poursuivre cette émission 10-12, le Zénith, donc sur Equinox Télévision. Et après vous, allez justement retrouver l'autre annonceur de cette matinée. Voilà, donc on a Bruno Apenja qui dit pourquoi est-ce que les concours du Cameroun, on les laisse, pendant ces concours, on laisse les meilleurs pour prendre les paresseux, et c'est tout simplement parce qu'ils ont quelqu'un devant. Alors, je suis un chauffeur de camion, j'étais en panne dans la ville avec avec toutes les troncs posés par la commune. La commune est venue avec ses gros bras entrer dans la cabine, torturer le motoboy et prendre les dossiers quand je faisais un transfert de crédit pour le secours. C'était à Douala 3e. C'est normal ça? La violence. Voilà, donc on a cet autre message. Parlons de la double nationalité. Si le Vatican est un pays à part entière, tout catholique baptisé obtient automatiquement la nationalité vaticane. Merci Megui pour ces messages qu'on a bien écoutés. On va recevoir Miss Vergeturov. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Voilà, bonjour madame et bienvenue. Bonjour le plateau du Zénith et bonjour à Megui l'américaine qui a certainement fait son atterrissage ce matin. Hein. Mais donc tu me vois pas, Bonjour Tandas, bonjour. J'allais prendre le feu. Il y a des Ça jours va ma mère. Ce matin on va parler de Vergeturov. Allez-y, on vous écoute. Pourquoi appelle-t-on Vergeturov la crème miracle? Bonjour tous les téléspectateurs du Zénith. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle Vergeturov la crème miracle? Simplement parce qu'elle a réussi là où les autres ont échoué. Elle a fait ses preuves là où les autres n'ont pas pu faire leurs preuves. Parce qu'elle élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, parce qu'elle stimule la production du collagène, parce qu'elle favorise la régénération cellulaire et parce qu'elle hydrate en profondeur, d'où l'appellation crème miracle. Vergeturov, donc, cette crème miracle, alors peut-elle s'appliquer sur les peaux délicates comme celle des albinos? Oui, Vergeturov s'applique sur tout type de peau, même la peau des albinos. Ça a d'ailleurs été l'objet de préoccupations toute la semaine où des albinos s'appelaient pour demander mais est-ce que on peut l'appliquer sur notre peau délicate? Et je leur ai répondu oui. Donc vous les albinos, vous pouvez également utiliser Vergeturov sans effet secondaire. L'utilisation de Vergeturov sans spatule présente-t-elle quelques inconvénients ou pas? Alors, je ne viendrai pas faire ici un cours d'esthétique. L'utilisation de Vergeturov sans spatule, comme d'ailleurs tous les autres produits en forme de peau, présente toujours des inconvénients à force de prélever les produits avec les doigts. Vous savez, les bactéries sont dans l'air, donc ils sont sujets au rancissement de produits. Ils sont également victimes de l'insertion des produits des bactéries dans les produits, d'où son inefficacité. Donc il n'y a pas que Vergeturov qu'on devra prélever avec la spatule, tous les produits en forme de peau. Vergeturov, donc c'est très conseillé. Et donc combien de boîtes doit-on utiliser pour éradiquer définitivement les vergetures sur la peau? Alors, tout dépendra de la cause des vergetures. Nous avons des vergetures dues à l'utilisation des produits cosmétiques. Nous avons des vergetures dues à l'accouchement. Nous avons des vergetures dues à la grossesse. Nous avons des vergetures dues à une prise ou à une perte rapide du poids. Nous avons des vergetures dues à une transformation hormonale. Déjà, il faudra utiliser à partir de 2 boîtes pour éradiquer définitivement les vergetures sur l'ensemble du corps. Alors, les principes actifs de Vergeturov pourront-elles changer du jour au lendemain?
Alors, je viens rassurer ici les fidèles utilisatrices de Vergeturof que les ingrédients des principes actifs sélectionnés pour répondre à vos attentes ne changeront jamais. Peut-être ils pourront être modifiés pour apporter encore un plus. Et donc, quels sont les points de vente et les contacts utiles? Alors, les points de vente, vous trouverez Vergeturof dans tous les magasins Santa Lucia de la ville de Yaoundé et Douala. Vous trouverez Vergeturof du côté de Bafoussam dans le supermarché Yatch. Vous trouverez Vergeturof du côté de San Benima dans la parfumerie du marché. Du côté des Bolova dans la parfumerie du lac. Et si on revenait à Douala, du côté de la cité de Palmier dans la parfumerie Thompson. Du côté du marché central dans la parfumerie Momi ou Tata Solange. De toutes les façons, Vergeturof est tellement étendu sur l'ensemble du territoire national. Appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 28 ou allez sur notre page Facebook et tapez Vergeturof. Voilà qui est dit. Alors, je vais comme ça partir en faisant un gros coucou à l'américaine. Hein? Voilà. Je te vois toujours faire. C'est nous deux. Il y a Vergeturof, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof, repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Voilà, c'est donc ici qu'on va mettre un terme à cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith de ce mercredi matin. On va peut-être boucler la boucle en parlant de ces voitures made in Cameroun qui tardent à arriver et surtout lorsqu'on sait que ce qui est reproché à ceux qui gouvernent et dirigent ce projet, c'est effectivement les lenteurs administratives, ce qui nous fait dire effectivement qu'au Cameroun, lorsqu'il y a des gros sous, ça rend certaines personnes qui perdent les pédales. On va ainsi convoquer ici Thomas Sankara qui évidemment avait érigé la bonne gouvernance en ADN de gestion d'un pays avec évidemment les 3 piliers du sankarisme qui sont effectivement l'intégrité, l'inclusion et la vision. Mesdames et messieurs, passez une belle journée à l'écoute de nos programmes. À bientôt.